Quand j'ai commencé la course, je me serais jamais dit je vais traverser les États-Unis, je vais pas dormir pendant 40 heures, je vais courir 7 heures sans boire. Pour moi, la souffrance, c'est vraiment l'élément clé dans tout ce que je fais. En fait, je vais la chercher, la souffrance. C'est pas très agréable, mais au final, après, quand tu l'as vécu, ce moment, c'est un moment de plénitude, quoi. Salut Antoine. Salut David. Comment ça va? Très bien, très bien. Tu viens juste de rentrer d'Amérique, des États-Unis là, du coup, comment tu te sens? Honnêtement, un peu nostalgique. Il y a un petit sentiment de manque par rapport à tout ce que j'ai vécu aux États-Unis. C'est pas facile de passer d'une vie où tu cours 65 km par jour pendant 65 jours à une vie un peu monotone, à faire du métro, du train, etc. et à revivre un peu la vie française. Mais bon, on va finir par s'y réhabituer. Tu vas me raconter un petit peu tout ça, mais j'ai une petite question que j'aime bien poser à mes invités en début de podcast. Assez factuel, qui est de savoir si tu as une routine matinale, quelque chose que tu fais tous les matins et qui te permet de potentialiser ton énergie pour la journée. Alors effectivement, j'ai une petite routine, mais pas la routine des entrepreneurs classiques. Alors moi, c'est simple, je me réveille direct, très actif, parce que je suis hyper actif de base. Je me fais toujours 6 œufs, ça n'a jamais bougé, 6 œufs toujours, 6 œufs brouillés. Je prends mes 6 œufs, un verre d'eau, et puis après ce que je fais toujours, c'est que je vais à l'entraînement, je m'entraîne, donc soit je vais courir, soit je fais de la muscu en fonction des périodes, et puis voilà, c'est ma petite routine. J'aimerais bien rajouter 2-3 petits trucs comme de la lecture et tout, mais je pense que le plus important dans une routine, c'est d'être constant. Donc voilà, les œufs et le sport, ça n'a jamais bougé, donc voilà, ça bougera jamais. Et donc, j'entends à demi-mot que tu fais de la musculation en plus d'aller courir. Et donc, souvent, c'est présenté comme antagoniste. Alors, j'imagine que tu as la volonté d'être relativement polyvalent et de chercher à être plutôt un 4x4 qu'une Ferrari dans une discipline en particulier. Les muscles, c'est juste pour faire joli ou ça te sert vraiment en ultra? C'est fait pour faire être joli, effectivement. En vrai de vrai, il n'y a pas vraiment d'utilité à avoir des muscles du haut du corps. Moi, c'est parce que mon objectif, c'est pas forcément de vivre comme un athlète professionnel, c'est-à-dire de m'entraîner vraiment et de tout calculer, même si j'ai un coach et je programme et que c'est très important. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'aller chercher plutôt ma pain cave, comme on dit, dans tous mes objectifs. Donc, d'aller chercher vraiment loin dans la douleur, dans la souffrance. Donc, en fait, j'ai moins besoin d'avoir cet aspect physique comme les Kenyans, parce que je fais des projets qui, en fait, ne demandent pas forcément un physique de Kenyan. Donc, effectivement, mais c'est pas forcément compatible. Tout le monde me le dit que je devrais perdre 10 kilos de muscle, mais j'ai pas envie. Ouais, parce que du coup, tu te sens un petit peu lourd quand tu cours? Ouais, je le sens en montée, mais effectivement, quand tu fais des projets très très longs, par exemple comme une traversée des États-Unis ou un GR20 ou un autre type d'ultra vraiment très très long, au final, le physique que tu as va pas forcément être le premier. Qu'est-ce que je voulais dire? Le facteur limitant. Ouais, et en fait, c'est le mental qui va te pousser jusqu'au bout. La capacité à être robuste, à endurer. Donc pour moi, c'est plus une force en fait. Au final, je m'en suis servi et puis je m'en sers. Mais bon, le plus important, c'est quand même d'avoir les jambes endurantes. c'est le plus important. Après, ça serait mentir si je te disais que je faisais toujours de la muscu comme à l'époque, c'est-à-dire des séries de 12. Aujourd'hui, j'essaie d'optimiser. C'est vraiment juste pour un but un peu esthétique, essayer de garder un physique un peu esthétique et puis voilà. Tu peux me raconter un petit peu ta prog d'entraînement, peut-être avant justement ce défi. Donc, tu as fait 65 km par jour pendant 65 jours aux États-Unis, ce qui demande quand même, outre l'aspect mental, etc., une certaine une solidité du corps, tu vois, pour résister. Tu vois, dans des trails plus courts, peut-être que le facteur déterminant, ça va être la vitesse. Tandis que là, c'est plutôt la capacité à pas te blesser et le lendemain matin à repartir malgré le fait que t'es pété de partout. Exactement. Alors pour préparer ce genre de projet, il faut absolument pas justement faire des exercices de VMA, des tours de piste parce que ça marchera pas. Il faut justement renforcer son corps et qu'il soit le plus solide possible. Par exemple, quand j'étais à Paris, moi je passais des heures et des heures dans les escaliers de Montmartre. J'ai fait des fois des 6-7 heures à courir dans les escaliers, à faire des Mont Blanc. Parce que mon but, c'est de construire un corps très puissant et surtout construire un mental qui était très puissant. Parce que courir pendant 7 heures dans des escaliers, honnêtement, c'est assez long. C'est plus sympa de le faire en montagne quand même. C'est plus facile de le faire en montagne. Mais au final, ce genre d'entraînement s'appelle des navettes. On appelle ça faire le hamster. Mais quand tu le fais, au final, ça te renforce. Et je pense que c'est très important. Et un facteur que j'essaie de mettre dans mes programmes et dans mes entraînements et que personne, on va dire, pas grand monde ne le fait aujourd'hui, c'est de tout simplement, quand je fais un entraînement classique, par exemple, je cours autour de chez moi dans une forêt, et ben en fait, j'essaie de faire du hors-sentier. Donc ça paraît débile. Mais en fait, par exemple, quand tu es sur un sentier classique et que là, tu vas à gauche, tu montes direct droit dans le pentu, tu passes dans les ronces, etc. Et ben ça renforce ton mental, ça renforce un peu ta capacité à gérer un peu ta topographie, etc. Donc moi, dans les efforts que je fais, ça m'aide beaucoup. Et puis ça renforce ton mental quand tu passes dans une rivière d'eau, etc. Vraiment, pour moi, c'est plus important parce qu'en fait, tu sors des sentiers battus et ça varie aussi ton entraînement qui est très monotone. On va pas se mentir, la course à pied, c'est quand même très chronophage. Donc ça permet de varier aussi les plaisirs. J'aime bien cette idée de sortir des sentiers battus et ça me fait penser à Movnat. J'ai passé mes certifications il y a déjà un petit moment. Mais donc l'idée, c'est de travailler un peu toutes les habilités humaines. Donc la capacité à marcher en équilibre, les quadrupédies, les sauts, l'escalade, les capacités de lancer, enfin toutes les compétences de base de l'être humain. Et ce qui est génial, c'est que je trouve que
la corollaire de ça, c'est que ça transforme ton environnement en un terrain de jeu géant. Et là, tu t'aperçois que tu peux jouer partout, que ce soit dans un environnement urbain ou dans un environnement naturel. Et donc là, comme tu dis, tu vois, potentiellement, il y a une rivière, peut-être qu'il y a une branche qui est tombée, un tronc d'arbre qui est tombé, tu vas marcher en quadrupédie ou en équilibre pour la traverser. Et puis après, tu dois sauter par-dessus un ravin, etc. Et donc, ça devient un jeu, en fait. Et tu parlais de la monotonie de la course à pied, voilà, tu transformes quelque chose qui peut être justement chiant en un jeu. Et d'ailleurs, c'est vachement intéressant parce que moi, je trouve que d'un point de vue mental, tu parlais du mental, c'est beaucoup plus fatigant de tenir, par exemple, un marathon sur route où tu dois tenir la même allure tout le temps que de faire un ultra trail de 100 km où au final, tu vas toujours varier de paysage, d'allure, etc. Ah, merci, il faut absolument pas être hypocrite là-dessus. Moi, je préfère largement courir 100 km en montagne. Tu varies des plaisirs, tu varies tes allures que de faire un marathon en 2h35 où t'en chies, c'est le mot, t'en chies. Et pour en venir justement au fait de varier, par exemple, moi j'ai une espèce de gros rocher chez moi, près de chez moi, à Nantes. Et en fait, il faut l'escalader, c'est de l'escalade très facile. Et ce que je fais tout le temps, c'est quand j'emmène quelqu'un courir avec moi, je l'emmène courir et je lui dis tiens, maintenant on va monter ça. Et la personne, ils sont pas habitués en fait. Ils courent toujours sur le bord de Loire. C'est ennuyant. Il faut toujours la même chose. Et là, je leur dis bah écoutez, on va monter là. Et c'est assez marrant, c'est qu'au final, les gens, ils y arrivent, ils le font et après ils sont hyper contents. Et j'ai revu plein de gens qui après leur font ce rocher ou font d'autres choses pour varier un peu leur routine. Et j'ai emmené des filles, des personnes âgées, enfin vraiment de tout. Et c'est vraiment cool de revoir que les gens au final, ils l'appliquent aussi à leur vie après. À la première édition du festival Limitless Project, c'est un festival que j'organise où il y a des conférences, des ateliers. On a fait de l'hébertisme avec Mathieu Carpentier. Et donc, il y avait des gens de tout niveau. Il les a emmenés dans la nature. Il a réfléchi sur le moment donné à plusieurs défis en nature. Donc, il y avait des sauts, un peu d'escalade, un peu de course. On a mimé aussi des espèces de scènes qui pouvaient se passer comme si on devait marcher sans faire de bruit. Et tu vois, il y avait des trucs un petit peu engagés. Il n'y avait pas de risque réel, mais pour autant, c'est quand même des sorties de zone de confort. Et donc, les gens ont adoré cet atelier et m'ont dit, mais c'est incroyable, je ne pensais pas que j'étais capable de ça, etc. Tu réveilles en fait une forme d'instinct primaire et des ressources qui sont cachées au fond de toi que tu n'aurais jamais osé aller explorer seul. Mais là, par la confiance du groupe et puis du fait que ce soit l'idée par quelqu'un dont c'est le métier, eh bien, tu prends confiance et tu t'aperçois qu'en réalité, tu es capable de choses incroyables, de sauter un truc au-dessus d'un rocher à un autre alors qu'il y a 2 mètres en dessous. Enfin, voilà, des choses comme ça, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans la vie, tout est fait pour te rendre un peu un légume. T'as ton transport, t'as ton portable, t'as tout qui est fait. Mais par exemple, quand j'étais sur le sentier aux États-Unis, là, tu deviens un peu comme un animal. Tu dois te débrouiller pour aller manger, gérer ta bouffe, gérer ton eau, trouver un peu ton sentier, etc. Et c'est ce qui fait que après, je trouve que tu apprécies beaucoup plus la pratique. Parce que tu te rapproches encore plus de ton côté, tes instincts animaux, tu vois. Parce que là, du coup, pendant ton défi, à travers les États-Unis, tu avais quoi? Tu avais un sac à dos quand même avec un peu de nourriture, de l'eau, et puis tu devais trouver des points de ravitaillement, ou tu avais déjà prévu des étapes précises? Non. Comment tu faisais pour dormir, etc. Alors, mon but, c'est de me laisser porter par l'inconnu et porter par les rencontres aussi. Mais je pense que le facteur principal, c'est déjà d'être le plus minimaliste possible par rapport à son sac à dos. Parce qu'en fait, on se rend compte que plus t'es lourd, plus t'avances moins vite et tu t'épuises plus vite. Donc, mon but, c'était de faire un mix entre la méthode américaine et la méthode française. La méthode française, c'est très porté par le confort. Et la méthode américaine, c'est totalement l'inverse. Il n'y a pas de confort sur les sacs, c'est l'enfer. Par contre, niveau minimaliste, c'est incroyable. Leurs sacs, ils font 400 grammes. Nos sacs, ils font 900 grammes. Mais par contre, c'est beaucoup plus confort. Donc, j'ai essayé de prendre un petit mix des deux. Par exemple, le sac, j'ai pris un sac français. La tente aussi, etc. Mais après, le reste, matelas, etc., j'ai vraiment pris de l'américain. Donc, tu portais ta tente. Ouais, j'avais ma tente. Il faisait combien à peu près ton sac? 4,6 kilos. Pour ceux qui connaissent la outdoor, c'est quand même très, 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 très léger quand même. Sans bouffe, sans eau, bien sûr. Il n'y avait pas de bouffe, pas d'eau. Okay. Mais 4,6 kilos, en sachant qu'à la fin, c'était devenu 3,8 kilos parce que j'ai viré tout le matériel de cuisine. Parce qu'en fait, je mettais de l'eau froide dans mes sachets déshydratés. Puis je mangeais comme ça, avec mes mains. Mais tu devais les porter, tes sachets lyophilisés? Ouais, tu devais les porter. Mais sans bouffe, sans eau, vraiment, j'étais entre 3,8 et 4,6 kilos. Et avec la bouffe? Et avec la bouffe, j'ai jamais pesé par contre. Mais vu que je mangeais vraiment des choses pas très saines, j'essayais de. En fait, mon idée, c'était de fonctionner par calories. En fait, je me suis basé sur le fait que j'étais une voiture et qu'il fallait mettre de l'essence tout le temps. Il fallait pas mettre de l'essence de qualité parce que sinon, de toute façon, ça allait me coûter trop cher, compliqué à transporter. Donc, il faut mettre de la quantité. Et c'est un peu le principe même quand tu fais une aventure, c'est de fonctionner en calories. Donc, effectivement, je ne vais pas citer des marques, mais j'avais beaucoup de snacks, etc. dans le sac. Et parfois, je pouvais manger jusqu'à 1 kilo, l'équivalent en sucre limite dans la journée. Donc, c'était assez affolant. Ouais. Mais tu n'avais pas pris les 65 jours de réserve dans ton sac? Tu t'arrêtais régulièrement dans des magasins sur ta route pour acheter... En fait, c'est les États-Unis. Donc, il faut savoir que sur les États-Unis, il y a un fast-food tous les 10 km. Et du coup, je me ravitaillais quasiment au moins tous les 2 jours
en sachant que dans la Sierra Nevada, qui est une zone très montagneuse, 4000 mètres d'altitude, il n'y a aucune vie pendant 10 jours, tu vois personne. Et là, pendant 10 jours, tu dois transporter ta nourriture. Donc là, c'est un peu plus lourd. Mais du coup, ce que je faisais, c'est que j'étais un peu plus stratégique. Au lieu de courir, je marchais. Et du coup, ça rajoutait des longueurs sur les journées. Par exemple, si je faisais 60 bornes, au lieu que je prenne 9 heures pour les faire, là, je prenais peut-être 14-15 heures, quoi. Ok, et t'avais quand même prévu un itinéraire? Oui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un sentier, du coup, c'est ça que je l'ai pas expliqué, qui fait 4270 km, qui s'appelle le Pacific Crest Trail. Ok. Donc, c'est les crêtes du Pacifique. Et en fait, ça part du Mexique et ça arrive jusqu'au Canada. Il y a 120 000 mètres de dénivelé, donc c'est quasiment une quinzaine d'Everest environ. Et du coup, tu commences par le désert californien, ensuite tu arrives sur les montagnes de la Sierra, et après, tu as des états où c'est quand même très dans la forêt, des forêts qui crament, etc., à cause des feux de forêt. Donc voilà, mais en fait, du coup, il y a toute une économie quand même autour du trail qui fait qu'en fait, tu n'es jamais vraiment perdu, hormis dans la Sierra. Et quand même dans le désert où ça peut être très compliqué parce qu'il fait quand même 50 degrés. Et quand t'es breton comme moi, t'arrives sur un sentier où il fait 50 degrés, il faut savoir s'habituer. Tu développes des techniques un peu pour gérer ton eau, gérer ton hydratation. Mais je reviens à l'importance de préparer, notamment avec des expériences, c'est que moi j'avais déjà testé des phases de déshydratation dans le passé. Ce que je conseille pas forcément de faire, mais je pense que si tu le fais de manière contrôlée, moi ça m'est arrivé de faire des 40 km, 50 km sans boire une goutte d'eau. Et au final, le jour où je suis arrivé dans le désert et que j'ai couru quasiment 6-7 heures sans eau, en fait, je me suis dit, ok, ça va, je l'ai déjà vécu, je sais comment gérer le truc, quoi. Oui, parce que tu avais fait avant 911 km, je crois, dans le désert. Du coup, le désert, ça fait 911 km, la première étape du désert. Ensuite, tu as 700 bornes dans les hautes montagnes. Ensuite, tu as 1000 km dans le nord de la Californie, 700, 800 dans les différents états, parce que tu as 3 états à traverser. Donc, le plus dur, c'est vraiment le début, parce que tu commences par le désert et après, tu enchaînes avec la Sierra. Donc, c'est vraiment pas facile. Mais bon, le corse est une machine incroyable, on se rend vraiment pas compte. La première semaine, c'est le plus dur, parce que tu développes des douleurs. Des signaux. Et en fait, c'était très intéressant. On m'a dit ça la dernière fois que là, en fait, la souffrance, il n'y a pas de mémoire avec la douleur. En fait, si par exemple, tu as eu une douleur une fois, il ne va pas y avoir une sorte de mémoire qui va faire que tu vas pouvoir l'annihiler après dans le futur. Donc, du coup, mince, je sais plus ce que je voulais dire, mais du coup, cette souffrance, il faut savoir l'accueillir, etc. Mais du coup, il n'y a pas forcément de mémoire à ce niveau-là. Comment tu as appris justement à gérer la douleur? J'ai vu qu'avant, tu avais fait du MMA. Ça t'a aidé? Ouais, effectivement, je reviens au même point. Faire des expériences qui font qu'au final, la souffrance, tu l'accueilles un peu mieux en faisant des ultras, moi j'ai eu des hallucinations parfois, des phases de déshydratation dans certains projets. Le MMA m'a beaucoup aidé, surtout sur le sang-froid et la peur notamment. Parce qu'en fait, quand tu as quelqu'un qui veut ce qui me vient du terme, mais te défoncer la gueule dans une cage, en fait, tu apprends justement à accueillir cette peur et ne plus avoir peur aussi dans tes environnements extérieurs. Par exemple, j'ai rencontré des serpents à sonnette, des ours, etc. Au final, j'étais plus comme j'aurais pu être avant de faire du MMA, par exemple, d'avoir peur, de me laisser prendre par mes émotions. Là, j'avais du sang-froid, je me disais, ok, c'est un serpent. Enfin, le mec, il est dans son environnement. Si je le fais pas chier, il me fait pas chier. Voilà, c'est comme ça marche pareil. Donc, du coup, le MMA m'a beaucoup appris effectivement sur l'appréhension de la peur. Ouais. En été, 30 minutes d'exposition au soleil suffisent à couvrir nos besoins en vitamine D. Mais dès le mois d'octobre, les niveaux d'ensoleillement ne sont plus suffisants pour couvrir nos besoins. Et la supplémentation devient nécessaire pour la plupart des Français. Or, la vitamine D joue un rôle central dans de nombreuses réactions physiologiques, notamment la modulation du système immunitaire, la régulation des gènes, la vie cellulaire, la santé osseuse et musculaire. La D3 d'Unae ne coûte que 12 € et tu bénéficies de 10% de réduction avec le code LIMITLESS. Ça serait dommage de s'en priver. T'as fait du travail de préparation mentale justement pour gérer toute cette partie liée à la peur, à la douleur, ou bien c'est plutôt l'accumulation d'expériences? C'est David Goggins qui parle de la boîte à cookies. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non, mais je connais David, mais j'ai pas entendu. En gros, il dit que à chaque fois qu'il vit quelque chose de difficile dans sa vie et qu'il triomphe, donc il est fier d'avoir... Parce que la fierté, elle est toujours liée à la douleur, à la difficulté. C'est rare d'être fier de quelque chose qui était facile, tu vois. Et donc... à chaque fois qu'il a une victoire comme ça, il la met dans une boîte à cookies virtuelle, dans sa tête, tu vois. Et quand il est confronté à l'adversité, à une douleur, il est en train de faire une course, par exemple, il a la jambe à moitié pétée, etc., et il continue à courir, et il ouvre sa boîte à cookies dans sa tête et puis il se dit, ok, il y a déjà plein de cookies dedans. En fait, j'ai plein d'autres victoires de fois où je m'en suis sorti, et ça lui sert d'ancrage pour lui dire, en fait, t'es suffisamment fort pour y arriver, quoi. En fait, moi, je vois, comme je disais, une accumulation d'expérience et il y a un peu une théorie américaine qui s'appelle la pain cave, donc la grotte de douleur. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, tu entres dans la grotte, tu as très peur. Tu fais un petit pas, tu fais 100 mètres dans ta grotte, donc là, c'est ta très peur. Et en fait, petit à petit, tu accumules des expériences et plus tu vas loin dans ta grotte. Et après, le but, c'est d'aller le plus loin possible et de creuser encore plus loin à chaque fois. Et donc là, au final, à la fin du projet des États-Unis, j'étais quasiment allé au bout de ma grotte. Et quand j'ai commencé, par exemple, à faire de l'ultra-trail, j'étais tout au début. J'avais peur, je savais pas où j'étais dans le noir, etc. Et au final, petit à petit, au final, tu accueilles cette douleur, tu accueilles toutes ces peurs.
Et voilà, cette grotte de douleur, c'est vraiment un élément très important. Il y a Courtney Dollwater, qui est l'ultra-traileuse féminine la plus connue dans le monde entier. C'est vraiment sa théorie principale et je l'ai vraiment accueilli. Et je pense un exercice de prépa mentale qui est très important, c'est la visualisation, même en amont de l'effort. C'est de se visualiser dans des moments de souffrance. Et comme ça, quand tu vis le moment, t'es plus pris à dépourvu, quoi. Ouais, j'aime bien ton histoire de la grotte. On parle souvent de sortir de sa zone de confort. L'idée, c'est pas tant de sortir, mais plutôt de l'élargir. Et à chaque fois que tu l'élargis un petit peu, mais petit à petit, au bout d'un moment, elle est gigantesque, quoi. Non, je suis totalement d'accord. Et il y a Dostoevsky qui disait qu'en fait, la souffrance, c'est la seule origine de la conscience. Donc en fait, pour moi, si tu souffres, tu as encore plus conscience de ton environnement, des choses. Et pour moi, la souffrance, c'est vraiment l'élément clé dans tout ce que je fais. En fait, je vais la chercher, la souffrance. Je vais pas la refuser. Je pense qu'il faut l'accueillir et se dire qu'en fait, c'est juste un endroit où tu as une petite douleur, c'est pas très agréable, mais au final, après, quand tu l'as vécu, ce moment, c'est un moment de plénitude, quoi. Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? Ça t'apprend, en fait, bon, pareil, je vais faire de la philo encore, mais moi, je vois ma vie un peu comme le surhomme de Nietzsche, en fait, et je me dis que le but, c'est toujours essayer d'atteindre un peu cet état de surhomme, et ces états de souffrance, en fait, me rapprochent de plus en plus de cet état. Et bon, après, c'est un peu too much ce que je dis, mais moi, je vois vraiment ma vie comme ça. Donc, de toujours aller vers là. Et ça m'apprend beaucoup de choses, notamment aller chercher vraiment le plus loin dans mes limites. Parce qu'au début, en fait, quand j'ai commencé la course, je me serais jamais dit, je vais traverser les États-Unis, je vais pas dormir pendant 40 heures, je vais courir 7 heures sans boire, je vais traverser des espèces de cactus et des champs où il y a des serpents à sonnette qui sonnent toutes les secondes. Et donc, c'est des trucs que tu te dis pas, mais au final, en essayant d'aller chercher encore plus loin à chaque fois, tu atteins un peu des sommets. Bon, le problème, c'est que le jour où tu as atteint un peu le maximum, qu'est-ce que tu fais après, quoi? C'est un peu le truc, mais effectivement, je trouve que c'est très, très important d'essayer d'aller chercher vraiment le plus loin possible et ça nous apprend beaucoup de choses. Puis je trouve que dans la souffrance, mais aussi dans la fatigue, dans le temps long, etc., tu découvres beaucoup de choses sur toi-même. Et en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a ce facteur de liberté. Parce que, comme tu le dis, au début, je pensais pas que je serais capable de faire tout ça. Et puis, plus tu fais, plus tu te rends compte que tu es capable de faire et que tes ressources, en réalité, sont illimitées. Et ça, c'est transférable, tu vois. C'est vrai dans le sport, mais on parlait avant d'enregistrer le podcast, tu me disais que tu te lançais dans l'entrepreneuriat. En réalité, toutes les capacités, les qualités mentales de gestion du stress, de gestion des problèmes, de prise de décision, etc., c'est des choses qui peuvent se transférer dans tous les domaines de la vie. Tu vois, je suis arrivé ici, le premier jour quand j'ai enregistré, on m'a volé mon ordinateur portable pendant que j'enregistrais. Je suis rentré, y a des gens, ça les aurait peut-être stressés ou ça aurait peut-être posé problème, tu vois. Moi, je suis rentré, j'ai vu ça. J'ai appelé le gars du Airbnb en disant, il faut que vous appeliez la police, etc., parce qu'il y a eu un cambriolage. Moi, j'ai prévu d'aller courir 2 heures, donc je vais courir. Et puis voilà, tu vois. Et en fait, je suis très stoïque vis-à-vis des choses, mais c'est pas une qualité innée, c'est simplement que je suis entrepreneur depuis que je suis tout petit. En fait, j'ai toujours créé des boîtes et j'ai toujours eu des problèmes à gérer et à les régler, tu vois. Et au bout d'un moment, il y a une telle accumulation, c'est un petit peu comme toi avec ta zone de confort, avec la peur, etc. Et ça fait juste partie de ton quotidien. Si tu as l'habitude de marcher sur un chemin de montagne, et qu'il y a un tronc d'arbre qui est tombé devant toi, c'est juste normal, tu vois, de passer par-dessus. Par contre, si tu as l'habitude de marcher sur un trottoir, évidemment, ce même tronc d'arbre, tu vas te dire, comment je vais faire pour passer au-dessus? Et puis, je risque d'abîmer mon pantalon de costume, etc., tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, sur la connaissance de soi, moi, j'ai le sentiment que dans ce type d'épreuve, ça recalibre aussi un petit peu ta vie. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas, tu vois. On est dans une société qui est de plus en plus stressée, et probablement que c'est parce qu'on manque de référentiel sur ce qui est vraiment un stress. Et je pense que le fait de faire des choses qui sont difficiles et douloureuses, paradoxalement, ça te montre ce qui est important, ce qui est futile, quel est le sens de ta vie, quelle est ta mission, et au final les impôts, etc., ou ta fiche de paye ou ton salariat, là, c'est pas quelque chose de si important que ça. Par contre, ta femme, tes enfants, ta mission de vie, etc., ça oui. Et donc j'ai l'impression que ça recalibre un peu les capteurs, surtout dans un monde qui va tellement vite qu'on n'a parfois pas le temps de se poser avec soi-même pour se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire? Surtout pour des gens un peu hyperactifs comme nous, le fait de passer autant de temps avec soi-même, ça nous donne aussi l'occasion de réfléchir sur le sens de notre destin. Non, je suis totalement d'accord et je reviens du coup aux 3 points que tu as dit. C'est pour ça que je dis toujours, sortez les sentiers battus quand vous faites un entraînement, parce qu'en fait, le jour où peut-être tu vas vivre une situation de stress, par exemple, en fait, tu l'auras déjà vécu avant, en t'étant entraîné, en ayant vécu des expériences, et du coup, tu seras plus pris par ta peur. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, effectivement, quand tu penses que ta journée, c'est juste manger, boire, courir, en fait, tu vis vraiment l'instant présent. Par exemple, je me souviens d'un moment, j'étais dans la Sierra Nevada, il y avait rien, un silence. Et le truc que je ferais jamais à Paris, j'ai regardé un arbre et je me suis dit, mais en fait, il est pas mal cet arbre. Je l'ai commencé à regarder en détail, j'ai dit, mais attends, c'est ça. Et mon frère m'avait déjà parlé de la manière dont on fait les arbres, etc., comment ils communiquent entre eux. Truc que je ferais jamais à Paris, j'allais voir un arbre. En fait, tu prends conscience de l'instant présent. Et effectivement, sur le troisième point aussi, très important, c'est que tu relativises. En fait, tu dis, mais mec,
Là, t'es vraiment en train de stresser sur ta situation juste parce que, je sais pas, t'as pas pu avoir la place de concert que tu voulais avoir ou un truc comme ça. Ben, il y a des problèmes beaucoup plus graves dans la vie. Moi, je vais dire, parfois, ça m'est déjà arrivé, de dormir vraiment dans la rue complet parce qu'en fait, j'avais pas possibilité de prendre un hôtel quand j'étais sur le parcours des États-Unis. Et en fait, t'es là, t'es dans ton duvet et tu te dis, ok, parfois, je me suis plaint et là, je suis dans la rue, je suis avec j'étais avec d'autres SDF qui, bon, eux, t'es dans des situations beaucoup plus précaires parce que moi, du coup, j'avais la possibilité de revenir après dans mon confort de vie. Mais du coup, t'es là, t'es en mode, ok, eux, ils vivent ça tous les jours. Et là, j'entends pas un mec se plaindre. Et moi, je suis là, je suis dans mon duvet en train de grelotter. Donc, juste accepte. Et puis, après, ça va te servir pour plus tard. Et là, ce qui est sûr, c'est que maintenant, dès que j'ai des échecs, ou même je sais que si je vis des moments difficiles, bah, là, par exemple, j'ai des petits moments compliqués. Et bah là, je me dis, ok, pas grave. On va juste les accepter, on va foncer, on va rebondir. Et puis voilà. Puis en plus, j'imagine que ça développe chez toi la croyance ressource que quoi qu'il arrive, rien n'est grave. Tu vois, tu me disais là que t'avais trouvé un boulot en CDI et puis t'as tenu une semaine, puis t'as arrêté. Et en fait, quand tu sais que t'es capable de survivre avec juste un sac de couchage par terre dans la rue, c'est un petit peu le plus bas fond possible, bah tu te dis, ok, le fait d'avoir mon salaire tous les mois, etc., c'est un non-sujet. Je suis capable de survivre avec bien moins que ça. Et parce que tu sais, il y a une forme d'addiction un petit peu au salaire. Si tu regardes un peu le schéma classique, tu fais des études et puis après tu trouves un boulot et puis tu t'achètes ta maison avec un emprunt et donc au bout d'un moment tu te retrouves dans un job qui te plaît pas mais t'oses pas partir parce qu'il t'offre de la sécurité et puis t'as des responsabilités, etc. Et tu te sens en prise. En fait, tu deviens prisonnier de la propre vie que t'as construit. Et ça, c'est lié un petit peu à un tas de croyances qui se sont entremêlées les unes les autres. Et je pense que des expériences telles que celle-là, enfin, tu vois, moi, à un moment, j'ai eu des traversées du désert où, au sens métaphorique du terme, pour le coup, où j'avais pas d'argent, etc. Et je me suis un peu fondé dans cette volonté de réussir. Et puis, quand j'avais fini par avoir plus d'argent et plus de moyens, je me suis aperçu qu'en fait, ce qui m'épanouissait plus, c'était les expériences de vie. Le fait de monter le Mont Blanc, tu vois, avec un sac à dos, et puis après, de manger un bol de soupe dans le refuge du goûter, en étant crevé, éclaté, mais la tête remplie d'images et de moments de partage. Et là, c'est une bête soupe, mais c'est la meilleure du monde, quoi. Et je suis d'accord avec ce que tu disais au premier plan. En fait, il y a des choses beaucoup plus graves. Et surtout, j'ai un grand frère qui est militaire, qui a fait l'effort spécial. Il m'a appris un truc, et c'est vraiment mon mantra dans la vie. C'est à part la mort, tout passe. Donc en fait, la mort, c'est quelque chose qui est tragique, au point de vue philosophique, au point de vue tout ce que tu veux du terme. Par contre, tout ce qui est autre que la mort, bah, tu peux le passer en fait. Si tu as des moments de souffrance, si tu as des moments de doute. Je me souviens parce que j'avais eu une mauvaise note un jour et j'étais vraiment déçu. Et il m'a dit, mais en fait, Antoine, t'es vraiment en train d'être pas content parce que t'as eu une mauvaise note, tu te rends compte en fait. Enfin non, il y a par la mort, tout passe, mec. Donc du coup, maintenant, je me dis toujours ça. Et quand je suis vraiment dans une situation difficile, je me dis, bon, voilà, je suis pas mort, je suis bien, je suis en santé. Donc voilà, je veux juste sortir de là et puis voilà. C'est quoi justement ta relation avec la mort et je précise un petit peu parce que j'ai l'impression que de deux façons différentes, tu joues ta vie. Peut-être de façon un peu métaphorique, tu risques peut-être pas vraiment de mourir, mais quand tu descends dans une cage pour te battre en MMA, j'imagine que dans ta tête, malgré tout, voilà, tu joues ta vie, quoi. C'est extrêmement violent, etc. Et bien sûr, il y a un respect parce que il y a un respect de l'autre parce que tu sais que lui aussi il joue sa vie, mais d'un autre côté sur ce moment-là tu veux le tuer, quoi. Et quand tu fais tes ultras, c'est une violence qui est complètement différente, qui est une violence peut-être contenue, qui est plus avec toi-même et puis peut-être parfois contre l'environnement, je sais pas, mais comment est-ce que tu mets en perspective ces deux types de relations avec la mort? En fait, il y a un truc qui est très intéressant et que j'aime bien métaphorer, c'est en fait, je vois ma vie un peu comme un jeu vidéo. Donc moi, je suis le propre héros de ma vie. J'ai commencé avec le niveau 1, qui était les tout premiers niveaux, à la phase de course à pied, tu fais ton petit marathon. Et en fait, mon but, moi, c'est d'arriver à mon objectif final, qui est la Barclay, la course la plus difficile du monde. Et du tu peux dire ce que c'est la Barclay? Ouais, la Barclay, du coup, c'est la course qui est considérée comme la plus difficile du monde. C'est une course de 200 bornes dans le Tennessee. Et en fait, ça fonctionne avec 5 boucles de 42 km et 3000 mètres de dénivelé. Mais il n'y a pas de balisage sur la course. Tu dois trouver des pages de livres qui correspondent à ton numéro de dossard, un peu comme une course d'orientation. Il faut savoir que c'est une course très mystérieuse parce qu'il n'y a eu que 20 finishers depuis 1986. Et c'est une course très sélective, que 40 sélectionnés chaque année avec des milliers de personnes qui veulent s'inscrire. Et en sachant que le processus d'inscription est aussi secret parce que la course est avant la course. Donc en fait, l'idée, c'est que si tu n'es pas prêt à trouver le moyen de t'inscrire, tu ne seras pas prêt à finir la course. Donc c'est ça. Donc du coup, moi au début, quand j'ai vu ce reportage sur cette course, je me suis dit, je veux faire cette course. En fait, je me suis inscrit d'ailleurs les coordonnées GPS du départ de la course en me disant un jour je le ferai. Et par exemple, quand je suis dans la vie de tous les jours,
que je sais pas, je vais faire une petite soirée, etc. Le lendemain matin, je me réveille, je me dis, mais attends, t'as un rêve à aller chercher, donc tu te bouges. Et du coup, moi, ma vie, c'est un peu comme ça, c'est un jeu vidéo. Et du coup, comme je disais après, dans un jeu vidéo, c'est pareil. À part la mort, tout passe. Tu peux tout affronter, tu peux tout faire. Par contre, faut pas mourir. Donc, c'est quand même très important. Et ce rapport à la mort, bon, tout le monde a peur de la mort. Ça serait mentir si tu l'avais pas. Par contre, il y a un truc, et c'est Alex Honnold qui le disait, le mec qui a grimpé El Capitan en free solo. Donc c'est pour expliquer un peu, c'est une paroi rocheuse de 900 mètres en 8C quasiment. Bon bref, c'est un truc de psychopathe. Et il dit en fait, il faut mettre de la peur dans ses activités, il faut mettre de la peur, de la vraie peur. Donc lui, pour le coup, il va dans l'extrême en frôlant vraiment la peur. Et parce qu'en fait, après, tu prends beaucoup plus conscience des choses. Et moi, quand j'étais dans le MMA par exemple, et ben en fait, quand t'as toujours une peur, ça serait faux, à part si t'es un psychopathe en fait, tout simplement. Mais quand t'as quelqu'un qui veut te casser la tronche, ou alors quand tu es dans un désert, etc., et qu'il fait super chaud, et ben au final, comme je disais toujours, après, cette peur-là que tu ressens, et ben après, dans la vie de tous les jours, tu relativises beaucoup plus sur les choses. Donc, je pense que c'est très important de vivre des moments de peur et de s'en mettre limite volontairement. Bon, après, faut pas faire du Alex Honnold non plus, mais je pense que c'est ce que m'a appris, en tout cas, d'avoir des situations de mort, en tout cas. Oui, bah, j'en ai déjà parlé 50 fois dans ce podcast, donc je ne vais pas la re-raconter, mais une fois en alpinisme, j'ai vraiment eu peur. Et tu vois, il y a cette phrase de développement personnel qui dit que ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Mais une grosse différence entre le comprendre d'un point de vue théorique et le ressentir. Et moi, ça a changé à jamais ma façon de voir mon destin, de voir ma façon de vivre tous les jours, les choix que j'ai faits. Tous les choix, en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie est en partie déterminé par ces 10 minutes sur une crête, quoi. Et je suis totalement d'accord. Et pareil, encore une anecdote parce que j'adore le cinéma. Et il y a un film qui s'appelle Fight Club, un livre de base qui est tiré de Jake Palahniuk. Et en fait, il y a un moment, il vit une situation quasiment de mort. Et en fait, le mec, il dit putain, on a frôlé la mort. Et en fait, la fille lui dit non, t'as frôlé la vie, en fait, tu vois. T'as frôlé la vie parce qu'en fait, c'est juste. Jusqu'à maintenant, tu dormais. Ouais, tu dormais, tu vois. Et j'ai toujours, quand j'ai vu cette phrase, c'est d'ailleurs, elle s'appelait Marla, je crois, dans le film, la fille. Et maintenant, je me dis toujours ça, en fait. Non, mec, c'est juste là, tu vis, en fait. Tu vis vraiment le truc, quoi. Donc, magnifique. Ouais. Tu parlais de visualisation tout à l'heure. Tu passes des vrais moments parce que tu le disais que tu as une tendance à être un petit peu hyperactif. Tu arrives à te poser, à méditer entre guillemets et à faire des vraies séances de visualisation, ou bien c'est plus au fil de l'eau comme ça, t'es dans ton lit et puis tu rêves? Alors, faut savoir que de base, vraiment, j'étais vraiment hyper actif, vraiment violent. J'ai été voir des psys, etc. Quand j'étais plus jeune. J'ai toujours eu des bonnes notes à l'école, mais j'ai été viré de collège, etc. Parce que j'étais vraiment très perturbé sur le plan physique, etc. Donc, ça a vraiment évolué par rapport au début. Mon hyperactivité, aujourd'hui, j'en ai fait une force grâce au sport, justement. Parce que quand je fais pas de sport, en fait, je tremble, je suis vraiment pas bien. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un besoin vital comme manger ou boire. Et donc, les exercices de visualisation que je fais, c'est qu'en fait, je suis vraiment un malade avec ça. Par exemple, il y a un documentaire qui était sorti sur le Pacific Crest Trail, donc le sentier que j'ai fait aux États-Unis. C'est un mec qui a fait le record mondial. Donc moi, j'ai été le premier Français à le faire en courant et j'ai établi la meilleure marque en France. Mais il y avait un mec qui l'a fait à l'échelle mondiale. C'est un Belge qui s'appelle Karel Sabé. Il a sorti un documentaire incroyable. Et ce documentaire, je l'ai vu plus de 50 fois. C'est-à-dire qu'en fait, je le regardais quasiment une fois par semaine. Et j'étais jamais lassé, en fait. Parce qu'en fait, je me disais, OK, faut que tu te mettes dedans. Et ce qui était fou, c'est que quand j'étais sur le sentier, par exemple, et que j'avais un moment de bad, et ben, j'allais, par exemple, dormir le soir. Je mettais mon portable, 4G, YouTube, et je regardais le reportage. Et en fait, ça me remettait dedans. Et c'est l'exercice de visualisation que je faisais. Donc, c'est pas forcément un exemple. Enfin, c'est pas forcément le truc qu'il faut faire tout le temps. Mais moi, je sais que ça m'aidait beaucoup à me dire, je me voyais en lui. En fait, je me disais, OK, lui, il a réussi, il l'a fait. Donc, on en revient toujours à l'aspect inspiration, s'inspirer des autres, ne pas copier, mais s'inspirer. C'est hyper important d'avoir des mentors ou même de s'aider des autres. Et on en revient aussi au fait de s'aider des autres parce que pour moi, l'élément central aussi de ce sentier, c'était les autres. Je me suis rendu compte qu'au début, j'étais vraiment venu pour l'aspect performance. Et en fait, de rencontrer des personnes, de voir qu'au final, sans les autres, je ne serais jamais allé au bout, c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup appris. Et pour pas s'écarter du sujet et reparler préparation mentale, effectivement, toutes mes soirées à dormir, je passais mon temps à me voir à l'arrivée en fait. J'étais là, je me voyais à l'arrivée. Je me souviens, je me suis pris en vidéo pendant le sentier. Je me suis dit, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, là, je me vois à l'arrivée. Et je pense que c'est très important de visualiser. Et il y a une phrase qui est très importante de John Kelly qui a fini la Barclay. Il a dit, si tu veux la Barclay, il faut en faire une obsession. Vraiment une obsession. Tu dois manger, boire, dormir Barclay. Et moi, je mangeais, je dormais et je buvais Pacific Crest Trail parce que c'était l'élément central de ma vie. À tel point que je mettais de côté du coup d'autres choses. Je dis pas qu'il faut tout supprimer, mais je pense que quand tu veux quelque chose dans la vie, faut quand même en faire une obsession. Ouais, parce qu'à ce moment-là, tu bossais pas, enfin tu faisais ça a occupé 100% de ta préparation. Ça a duré combien de temps cette préparation? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai terminé mes études l'année dernière en finance. Et donc, en fait, j'ai terminé mes études et je me suis dit, qu'est-ce que je veux? Et j'ai toujours rêvé de faire ça, une grande aventure. Et le mec Karel Sabé a sorti son documentaire et je me suis dit, let's go, c'est le déclic qu'il me faut.
sur l'importance du déclic dans la vie. Et je veux pas aller comme mes potes là, derrière, travailler mon Excel, c'est pas ce que je veux. Je respecte ceux qui le font, mais moi, j'en voulais pas maintenant. Et du coup, je me suis dit, je vais me lancer. Et j'ai commencé à faire les démarches, la visa, etc., préparer, etc., chercher des sponsors. Et puis, ça a pris quand même un petit bout de temps. Bah, ça a pris l'équivalent. C'était une bonne prépa, ça a duré 6 mois quasiment. Je suis parti le 22 mai. Et puis après, je suis arrivé le 22 juillet quasiment, enfin un peu plus. Et puis après, je suis resté aux États-Unis. Mais effectivement, c'était un long projet. Ouais. Donc, 6 mois de prépa, tu nous as parlé un petit peu des navettes dans les escaliers. Si tu pouvais nous décrire une semaine d'entraînement typique, ça ressemblerait à quoi? Du coup, j'ai un coach. Donc, c'était parce qu'en fait, ça permet de décharger mentalement sa prépa, de savoir où tu vas et tu vas dans la bonne direction. Même si aujourd'hui, je suis à même de donner des conseils ou de moi-même me gérer, c'est quand même une décharge mentale qui est impressionnante. Je sais que Mathieu Blanchard, le meilleur ultra-trailer en France, c'est le meilleur, mais pourtant il se fait coacher en fait parce que ça lui décharge mentalement. Et donc je me faisais coacher. Donc en fait l'idée c'était d'essayer de poursuivre un peu la mentalité de Karel Sabé, qui est du coup le meilleur un peu coureur en termes de projet longue distance. Et lui il dit en fait c'est simple, faut pas changer. Comme d'habitude, faut pas en faire plus. Il faut surtout se ménager mentalement. Parce qu'en fait, c'est le jour où tu arrives sur le sentier, si t'as pas les crocs, si t'as pas faim, si tu t'es entraîné comme un zinzin, comme un malade, etc., en fait, tu vas arriver sur le sentier complètement fatigué. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas forcément en faire plus, mais garder sa constance. Après, si je devais vraiment rester dans le concret, moi, ce que je faisais tout particulièrement, c'est vraiment mon principal, c'est les navettes. C'est le truc que je fais tout le temps. Et le week-end, des grosses sorties longues. Pareil, en variant les choses, c'est-à-dire en faisant du hors-sentier. Je prenais pas ma montre, mais je me perdais un peu. Je me souviens avoir fait ça avec un ami. Je lui ai dit ce soir, on se rejoint à 22h. La cale de Clermont, c'est un petit truc au cellier dans une campagne. Et je lui ai dit, on prend pas nos montres et on court et on se perd. J'ai dit, on se perd et le but, c'est de revenir à la fin, quoi. Et en fait, ça permet de varier les trucs. Et puis, comme je disais toujours, ne plus avoir peur quand tu es sur le sentier et affronter des moments un peu difficiles et différents de ce que tu peux vivre quand tu cours classiquement sur tes bords de Loire ou ton bord de Seine, quoi. Ouais, c'est intéressant. Et à côté de ça, tu te programmais 3 séances de muscu par semaine Alors par contre, du coup, la muscu, j'avais stoppé. Complètement. Quasiment, ouais, j'ai stoppé parce que j'ai fait beaucoup de muscu quand j'étais plus jeune. Donc en fait, à bout d'un moment, tu solidifies quand même une bonne base. Mais si tu veux vraiment progresser quand même en ultra, faut quand même mettre de côté de temps en temps. Donc moi, par contre, les jambes, très important. J'ai pas blessé depuis 4 ans maintenant parce que je muscle mes jambes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un croisement très important, un lien très important entre la musculation et la course à pied, ce qui est totalement paradoxal. On pourrait croire qu'avoir des plus grosses cuisses, c'est être nul, mais en fait, il faut voir que tous les ultra-trailers, ils ont tous des cuisses monstrueuses, ils ont tous des mollets monstrueux. Parce qu'en fait, si t'as pas des muscles forts, tu pourras pas grimper fort vite. Et pareil pour descendre surtout, parce que le trail, c'est ça, c'est la descente. En fait, tu penses que c'est monter, mais non. Parce qu'en fait, il faut accumuler 1000 mètres de dénivelé négatif, remonter et refaire 1000 mètres de dénivelé négatif, et puis pouvoir recourir après derrière. Donc, si t'as pas les ischios qui sont bien baraques, tu vas nulle part. Donc la muscu, c'est très important. Et le haut du corps, comme je disais, il faut pas être hypocrite, c'est que du pur esthétisme. Ouais, mais justement, cet esthétisme, j'imagine qu'il était important pour toi. T'as eu facile à te dire pendant 6 mois, je m'entraîne pas et te voir fondre? C'était très dur. C'est très dur, mais du coup, ce que je faisais, c'est qu'en fait, il y a tu prendras toujours du muscle en faisant de la force max, par exemple, en soulevant des grosses barres, etc. Mais tu en prendras quand même un peu moins que si tu fais 12 reps, etc. Donc, du coup, je faisais vraiment juste des grosses barres pour conserver ma force et pour conserver juste mon physique sans en prendre, etc. Et après, il y a un truc qui est aussi important qu'il faut prendre en compte, c'est que tu peux faire 2 heures de muscu tous les jours, mais si tu manges rien à côté, en fait, tu vas pas prendre de muscle. Donc, en fait, c'est aussi gérer ta bouffe derrière. C'est-à-dire, si tu bouffes, je sais pas combien de grammes de riz tous les jours, forcément, tu vas prendre ton muscle. Il faut savoir qu'aussi, la course à pied, c'est un sport où tu perds beaucoup de calories. Donc, si tu fais de la course à pied, que tu fais de la musculation, de toute façon, tes muscles ils vont stagner, donc il n'y aura pas besoin d'inquiétude. Si tu cours au moins une heure tous les jours, quoi. Parce que je courais au moins 100 km par semaine, quoi, en prépa. Qu'est-ce que tu mangeais après tes 6 œufs alors? C'est quoi un ta déjeuner diète? C'est quoi ta diète habituelle sur une journée? Alors, moi, elle est très simple, honnêtement. C'est 6 œufs le matin, 6 œufs au déjeuner, 6 œufs le soir. Non, c'est très simple, c'est que J'ai un poulailler chez moi. En fait, je mange quasiment très souvent les mêmes choses, mais par contre, je privilégie beaucoup la qualité. C'est-à-dire que je vais au marché, je vais chercher du bio, etc. Donc, que ce soit ma viande, etc., je vais pas aller acheter des steaks surgelés. C'est vraiment, je vais acheter du steak marché. Par contre, je mange toujours tout le temps des protéines à tous les repas. Donc, matin, midi, soir, il y a toujours une viande, toujours un poisson. Toujours ma source de glucides, j'essaye. Parce qu'en fait, il faut savoir que vraiment, tu perds beaucoup de calories et tu peux avoir le syndrome RED-S en course à pied. C'est qu'en fait, c'est si tu dépenses plus de calories que tu en ingurgites. En fait, en course à pied, il faut faire l'inverse. Il faut manger plus de calories que tu en dépenses. Et moi, j'ai beaucoup d'amis là qui sont, pas beaucoup d'amis, mais j'ai 2-3 amis qui sont en ce moment dans ce syndrome-là. C'est le syndrome du surentraînement. Donc en fait, si tu arrives et tu as la densité osseuse d'un enfant de 10 ans, parce qu'en fait, tu n'as pas donné assez de bouffe à ton corps, et du coup, c'est l'enfer, parce que psychologiquement, c'est pareil. Enfin, le syndrome du surentraînement et le RED-S, c'est horrible, donc il faut vraiment bouffer. Donc moi, c'est beurre de cacahuète à fond, c'est des bonnes plâtrées de riz, beaucoup de légumes. Mais voilà, je suis pas quelqu'un de très sophistiqué dans ma manière de manger, et par contre, j'aime bien manger sainement quand même.
Ok. Donc, tu arrives aux États-Unis, tu pars sur le sentier, donc tu es tout seul, tu es comme ça au départ avec ton sac à dos, tu sais pas trop où tu vas, même si tu as regardé 50 fois ce documentaire. Tu commences à avancer. J'imagine que les premiers jours, c'est les plus difficiles. Tu disais que c'était le désert, mais c'est aussi ceux où potentiellement ton corps te dit ok, j'ai pas du tout envie de faire ça, pourquoi tu m'imposes ça avant que le rythme se mette en place. Il y a peut-être des moments où tu te demandes, tu as beaucoup de doutes, est-ce que je vais réussir comment est-ce que tu gères justement ces premiers jours de course, ces premières douleurs, peut-être ces moments de découragement? Alors, ce qui est marrant, c'est que le premier jour, du coup, j'ai essayé de suivre un mec, il s'appelait Sean, et en fait, le mec avait le même objectif que moi de base, c'était de faire le sentier assez rapidement. Et du coup, je l'ai suivi au bout de 10 kilomètres et il s'est blessé au bout de 10 kilomètres. Du coup, je me suis dit, fuck, quoi, je suis tout seul maintenant. Du coup, j'ai dû faire la première journée tout seul, et je suis arrivé à la fin de la journée, et je me suis posé sur un caillou, je me souviens, et j'ai chialé, en fait. Juste chialé de rage et de nerfs, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai regardé mon portable, je voyais mes potes qui étaient au bord de la plage ou faire des trucs, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis pas avec eux, en fait? Et en fait, je rencontre un mec qui était dans son van, un espèce aux cheveux longs, un barbu. Et du coup, il vient me voir, il me parle, etc. Et il me dit qu'est-ce qui va pas, etc. Je dis, ouais, je fais le Pacific Crest Trail, j'ai fait 50 bornes aujourd'hui. Il me dit, attends, t'as fait 50 bornes aujourd'hui, c'est énorme, etc. Et il commence à me rassurer. Il me dit, mais en fait, tu vis un moment incroyable là. Enfin, je veux dire, tout le monde rêverait d'être à ta place. Moi, je peux pas parce que je peux plus courir, etc. Donc, vas-y, quoi. Et puis, il m'a boosté, il m'a offert une bière. Et après, je me suis rendu compte, en fait, c'est pas mes potes que j'ai envie, c'est eux qui doivent m'envier de vivre une aventure comme ça. Et c'est d'ailleurs eux qui me l'ont dit derrière, c'est qu'en fait, nous, on t'enviait derrière notre écran, en fait. Et du coup, le premier jour était très difficile. Et puis après, c'est vraiment aller crescendo. En fait, tu commences à prendre ton plaisir. Mais c'est vrai que c'est très difficile parce que tu arrives dans un environnement que tu connais pas. Tu rencontres des animaux que tu connais pas. Tu arrives, tu vois un serpent à sonnette. Enfin, moi, en Bretagne, je croise des biches, peut-être un sanglier sur la route à 2 h du matin, mais tu n'auras rien comme un serpent à sonnette qui, en une morsure, peut t'envoyer à la mort, quoi. Donc, effectivement, ça peut faire peur. Mais après, tu commences à accepter ces choses-là. Tu dis, OK, bon, bah, le serpent, il est là, il est chez lui. Je le laisse passer et voilà. Puis en fait, tu fais communion avec la nature, en fait. Le truc que tu fais pas d'habitude. Et je pense que c'est le plus important, c'est voilà, d'accepter ces moments-là. Et du coup, au début, c'était très difficile, mais comme je disais, le corps, c'est une grosse machine. Tu deviens vite un animal. Tu commences à développer des réflexes, à développer une routine aussi. L'attente, au début, tu prends 2 heures à la montée, puis après, c'est hop, hop, c'est pareil. Ensuite, tu dis, mais attends, pourquoi je fais chauffer ma nourriture? Ça sert à rien. Je mets de l'eau froide dans des pâtes déshydratées, je mange. D'ailleurs, ils font beaucoup, ça s'appelle le cold soak aux États-Unis. Ça, je disais, ils sont très minimalistes. Là-bas, il n'y a pas de qualité. C'est vraiment, on mange, calorie, calorie. J'essaie vraiment de m'imprégner de cette culture. Bon, aujourd'hui, je fais un sevrage de sucre parce que j'en ai vraiment beaucoup bouffé. Mais voilà, c'est vraiment développer des routines qui font qu'après, tu commences à t'habituer et à ne plus être paniqué, quoi. Tu faisais aussi peut-être des routines je sais pas, de respiration, de mobilité pour essayer d'enlever un peu les raideurs musculaires que tu pourrais avoir ou pas tout? Alors, je suis le pire là-dessus. Vraiment, zéro mobilité, zéro étirement. En fait, mon corps, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais comment c'est possible que tu te sois pas blessé? Mais en fait, c'est juste que je variais les allures. Je courais pas tout le temps comme un dératé. Je mangeais beaucoup, je buvais beaucoup, je dormais beaucoup aussi parce que du coup, je faisais quand même des journées qui étaient assez rapides au début, notamment dans le désert. Donc parfois, je commençais mes journées entre 3 et 5 heures du matin. Je finissais des fois à 17 heures. Bah, à 17 heures, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu manges un peu. Bon, il fait un peu chaud, mais après, tu te mets à dormir. Du coup, tu fais quand même des bonnes nuits. Donc, je pense que c'est plus important, c'est de varier toutes ces choses-là au lieu de penser après à mobilité et respiration. Mais je pense que ça peut beaucoup aider, notamment la respiration avec les exercices Wim Hof, etc. Mais je pense que ça peut surtout t'aider notamment à garder ton sang-froid et à gérer cet aspect-là. Ouais. Tu partais si tôt le matin pour te protéger de la chaleur? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je faisais tout de jour dans le désert. Et après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne ferais pas de nuit? Ça peut être intéressant. J'ai fait de nuit, mais en fait, c'est la pire stratégie à faire. Ah bon? Il faut le faire quand tu as une assistance. Parce qu'en fait, quand tu n'as pas d'assistance, qu'est-ce qui se passe? Tu cours de nuit. Donc, déjà, on n'est pas fait pour courir de nuit. On n'est pas des Noctambules. noctambules. On n'est pas des animaux qui peuvent vivre la nuit. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, même si tu cours la nuit, bah, tu vas commencer à développer des petites hallucinations, des fois. Tu entends des petites voix. Moi, des fois, j'avais l'impression qu'il y avait des cougars qui me suivaient ou des yeux de cougars qui regardaient, alors qu'en fait, il n'y avait rien. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ok, tu as fini ta journée à, on va dire, 4 h, 5 h du matin. Tu dors, mais il fait 50 degrés. Donc, comment tu dors? Tu n'arrives pas à dormir, il fait trop chaud, tu transpires. Donc, au final, après, tu accumules de la fatigue. Et inversement, il faut se remettre un rythme. Du coup, j'ai fait ça pendant 3 jours. J'avais tellement d'hallucinations et je n'arrivais tellement pas à dormir que du coup, j'ai dû reprendre le rythme de jour. Et en fait, ce qui est aussi bien de partir le matin, c'est effectivement, tu t'évites les phases de chaleur. Et entre 3 h et 9 h du matin, dans le désert, il fait quand même pas très chaud. Par contre, entre 10 h et 17 h, c'est l'enfer. C'est un enfer. T'as parlé là un petit peu de toutes les difficultés, de l'adversité, aussi de la capacité du corps à s'adapter à son environnement. Et j'imagine que, tu vois, petit à petit, ça devient un environnement naturel pour lui
Et donc, toute cette charge mentale, outre la charge physique, toute la charge mentale a tendance à diminuer. Là, tu parlais des cougars qui te poursuivaient, etc. Bon, tu le crois peut-être pendant les premiers jours, et puis après, au bout d'un moment, tu te dis non, c'est OK, parce que ça devient une habitude. J'imagine que tu as eu aussi des moments de joie. Tu vois, je vois déjà à l'échelle d'un ultra-trail, je sais pas, de 100 km, par exemple, j'ai l'impression que c'est un peu une vie en une journée. Dans le sens où tu as des moments de peur, de joie, de découragement, de fierté, etc. Et donc, en fait, tu passes un peu par toutes tes émotions. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu des émotions joyeuses, des grandes épiphanies que tu as pu ressentir? Je peux t'en raconter, mais déjà, je vais en raconter une première. C'est que j'avais un moment de joie tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que je courais par exemple pendant 10 heures. Et pendant 10 heures, j'étais en mode je veux absolument un soda, je veux absolument un truc qui me fasse du bien. Et j'étais là, j'en ai marre de boire de l'eau, de manger des snacks dégoûtants. Et du coup, tous les jours, j'étais en mode, dès que j'avais ce soda dans ma bouche, en fait, ça développe tous tes trucs que, par exemple, là, tu bois un soda aujourd'hui, tu te dis, c'est dégueulasse, c'est nul, c'est pas bon pour ma santé. Et en fait, quand t'es sur le moment, t'es là, attends, ça remet tes papilles et tu dis que tu l'as tellement voulu en fait. Comme je dis, c'est une obsession du coup. Par biais de contraste. Exactement. Et du coup, t'es là, waouh. Du coup, les moments de joie étaient un peu tous les jours. Mais je pense que si je devais en donner deux de moments vraiment d'extase, c'est la fin du désert. Parce qu'en fait, la fin du désert, j'ai voulu. En fait, il y a un mantra que j'ai aussi, c'était de toujours finir chaque section par une très très grosse journée. Donc la première du désert, je l'ai terminée par une journée de 90 bornes. En me disant, c'est la manière de dire au revoir au désert et de lui rendre honneur au sentier. Comme le toute dernière journée que j'ai fait 160 km en 35 heures, je crois. Parce que c'était une manière pour moi de dire, OK, voilà, je te rends hommage, le sentier m'a apporté beaucoup de choses. Et c'est ma manière de faire honneur, quoi, de faire une énorme sortie. Donc la dernière journée du désert, j'ai fait une route pavée de 60 km sous 50 degrés. Et il faisait super chaud et la plupart des gens font cette section de nuit, ça s'appelle la section Agua Dulce. Et elle est infernale cette section parce qu'en fait tu vois jamais le bout, t'as l'impression d'être sur une route infinie. Et en fait quand j'ai fini cette section, je remonte dans les montagnes parce qu'après tu rentres dans la Sierra Nevada et tu regardes, tu vois tout le désert au loin et là t'as un sourire incroyable parce que tu dis j'ai vraiment fait le désert quoi. J'ai fait l'étape qui était pour moi censée être la plus difficile. J'ai fait mon étape initiatique et de vivre cette expérience, ça te met des émotions incroyables et surtout de te dire on l'a fait quoi. Et ça c'est beau. C'est le sommet. Ouais, parce qu'il y a une différence entre visualiser et le faire et le moment. Après, on dit toujours que les rêves sont toujours plus beaux à visualiser que le moment T. Et en fait, quand tu te rends compte que quand tu vis des moments vraiment d'extase, le rêve, ça. Ouais, moi, à ça chaque fois, j'ai pleuré. Que ce soit des lignes d'arrivée ou des sommets, à chaque fois, je suis en pleurs. Mais ça, c'est hyper important de ne pas cacher ses émotions. Il faut se laisser emporter par tout ça. Et dans la Sierra Nevada, c'était vraiment tous les jours parce qu'en fait, tu as 10 jours où tu croises quasiment personne. C'est vraiment, il y a rien. Des fois, il y a pas de balisage sur le sentier, il y a pas de chemin. Tu dois passer des arbres morts parce qu'il y a beaucoup d'ouragans là-bas, etc. Donc là, tu vis des moments incroyables. Tu vis dans la nature tout seul, tu cries, t'as personne qui te répondra. Si tu veux aller rejoindre une ville, il faut que tu fasses 100 bornes à pied, donc tu le fais pas. Et j'ai fait un sommet, un col à 4000 mètres d'altitude, truc que tu peux jamais faire dans les Alpes en randonnée classique comme ça tout seul avec ton couteau quoi. Donc là du coup j'ai grimpé ce col de 4000 mètres d'altitude sans aucun équipement d'hiver. J'étais là-haut, j'étais en mode waouh. Enfin, c'est incroyable quoi. Tu dis que tu es quasiment au sommet des États-Unis parce que le sommet des États-Unis c'est le mont Whitney, en tout cas sur le continent parce qu'il y a l'Alaska aussi avec le mont McKinley. Mais du coup c'est des sentiments qui sont incroyables et qui t'offrent des sensations que tu pourras jamais avoir. Parce qu'en fait il y a une différence entre subir la solitude et la vouloir. Quand tu subis la solitude dans ton 9 mètres carrés à Paris, c'est terrible. Et quand tu veux cette solitude et que tu arrives à prendre du plaisir là-dedans, c'est incroyable. Moi, j'ai pas de portable, pas de réseau. T'es là, t'es sollicité par rien. Et en fait, t'apprends juste à t'amuser avec tes propres pensées, à t'amuser sur le sentier. Tu regardes les fleurs, tu prends des photos, tu vois les animaux. Des fois, tu t'arrêtes comme ça, tu te dis, c'est pas mal ce que je vois là quand même. Et c'est des choses que tu ne ferais jamais dans la vie de tous les jours, quoi. Bah ouais, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a tellement accès à des moyens technologiques pour tuer l'ennui, que l'ennui n'existe plus dans nos vies, tu vois. Même les seules 2 minutes que tu as de tranquille, de répit, qui pourrait être, je sais pas, la file d'attente dans une grande surface ou le moment où tu es en train de faire popo aux toilettes, bah même ces 2 minutes-là, elles sont exploitées à regarder tes mails, à jouer à Candy Crush, etc. Fou. Au final, si tu regardes ton cerveau, maintenant, enfin bon, j'enregistre des podcasts, je suis un grand consommateur de podcasts, mais force est de constater que ça a plein d'avantages et je trouve que c'est génial parce que ça permet de donner un terreau de réflexion extrêmement riche et de rentabiliser des temps morts. Mais d'un autre côté, ça fait que maintenant, même quand tu cours, même quand tu marches, etc., tu as tout le temps une sollicitation. Et d'ailleurs, j'ai redécouvert récemment un outil extrêmement puissant que maintenant je cale comme du temps de travail que j'appelle les marches créatives. Okay. C'est des moments de respiration pour mon cerveau où il fait des liens entre tout ce qu'il apprend, tout ce qu'il découvre, tout ce qu'il lit, toutes les conversations qu'il a, etc. Et je reviens de ça systématiquement. J'ai une vision plus claire de mes projets, j'ai des nouvelles idées créatives. Enfin, tu vois, moi, je suis chef d'entreprise. La qualité de ma décision, ma créativité, etc., ma vision à moyen long terme, c'est ce qui fait de moi un bon entrepreneur. Et en fait, avant, je me serais dit,
Attends, aller marcher 1 heure sans écouter un livre audio ou ni rien ou machin, c'est du temps perdu, tu vois, mal optimisé. Donc je me serais senti peut-être frustré ou je culpabiliserais plutôt de prendre ce temps-là. Et maintenant, j'ai même décidé de l'ajouter dans mon temps de travail, tu vois, pour hacker un peu mon cerveau et me dire, ok, non, mais là, je suis en train de travailler et au final, c'est le meilleur hack que j'ai mis en œuvre ces dernières années pour devenir un meilleur entrepreneur, tu vois. Ouais, parce que tu subis plus ton portable ou toutes ces contraintes extérieures, tu en as fait une force et un jeu, et je pense que c'est hyper important. Moi, aujourd'hui, en tout cas, depuis cette aventure-là, déjà, ma consommation de téléphone, elle a baissé vraiment de manière incroyable. J'utilise vraiment que pour le sport, les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Mais j'ai plus du tout une consommation abusive où à l'époque, vraiment, je pouvais passer des heures à regarder des réels à fond. Et en fait, le problème, c'est que ça te fait un bug dans ton cerveau. Moi, par exemple, je regardais des vidéos du Pacific Crest Trail et en fait, je me suis idéalisé un Pacific Crest Trail et j'avais peur d'être déçu des paysages, en fait. Et en fait, tu te rends compte que bon, il n'y a rien de plus beau que la nature. Mais en fait, ça tue les gens. Moi, j'ai vu plein de gens qui me disaient ouais, mais moi, j'ai vu cette photo, j'ai vu cette vidéo et quand je suis arrivé, c'était pas ça. Mais écoute, moi, c'est pour ça qu'en fait, quand je vais dans un pays, j'aime pas trop regarder les photos, les vidéos, je regarde juste un peu les monuments, mais j'essaie de pas me laisser emporter par ces choses-là parce que sinon, tu te fais détruire, quoi. Ouais, c'est vrai que, tu vois, parfois on a l'impression que, souvent le fantasme est plus beau que la réalité, mais je trouve que vis-à-vis de défis sportifs en nature, c'est pas le cas. Parce que y a deux notions, je pense, qui rentrent là-dedans. En fait, une seule, c'est la charge émotionnelle qui est liée à l'effort, qui est liée à tout ce que tu ressens, à tout ce que tu vis, à la difficulté d'être arrivé là, à l'air, aux odeurs, etc. Et en fait, ça te fait une espèce de melting pot de sensations, d'émotions, de fierté, etc. qui rend le paysage que tu te vois devant les yeux autrement plus beau. Parce que voilà, c'est un feu d'artifice en fait dans ta tête, Ouais, autant que visuel. Non, parce qu'en fait, ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, quand tu fantasmes sur quelque chose, t'as pas tes 5 sens qui sont développés, t'as pas le toucher, t'as pas les odeurs, et il y a pas de. Quand tu es dans le désert et que tu sens la chaleur, sur tes mains, comme je dis, c'est des choses toutes bêtes que même moi aujourd'hui, actuellement, j'ai plus cette sensation d'essayer de prendre conscience de l'environnement, mais quand t'es sur le moment T, t'en prends conscience, c'est incroyable. Donc ça fait 4270 km, c'est ça? Ouais. Et donc ça fait 2 semaines que t'as terminé? Alors non, du coup j'ai commencé fin mai, j'ai fini en juillet, et ce qui s'est passé après, c'est derrière je suis resté aux États-Unis pour vraiment découvrir le pays et les gens aux États-Unis. Ok. Et t'as mis un peu de temps à t'en remettre en termes physique, fatigue, etc. ou pas? Alors physiquement, sur le plan physique, absolument pas. Il y a eu un petit état de fatigue, c'est-à-dire que pendant quasiment 1 semaine et demie, j'ai fait que dormir, je faisais rien d'autre. C'était vraiment toute la charge qui descend. Donc du coup, tu deviens un peu un légume, quoi. Donc faut vraiment vite revenir sur le plan sportif. Heureusement, j'avais un objectif de course juste après, donc ça m'a permis de me remettre dans le droit chemin. Par contre, le plus hard, c'est le psychologique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, tu es dans le déni. Tu fais ton projet, tu es là, tu es en mode « Oh, je l'ai fait, mais ouais, je sais même pas si je l'ai fait. » En fait, tu es là, tu te rends pas compte en fait de ce qui s'est passé. Tu te dis bah en fait je peux même repartir demain et refaire le truc en chemin retour. Après tu te poses et c'est le retour à la réalité, à la vie réelle, aux contraintes de vie, aux trucs classiques qui là fait que ouais là le choc est très gros. Il y a un vrai syndrome qui s'appelle le syndrome post-trail. La plupart des gens qui font un gros trail, une grosse aventure, je crois que tu avais interviewé Rémi Camus, c'est ça, l'aventurier. Tous ces gens-là, je pense qu'ils le diront aussi. Quand tu reviens dans la vie, si tu remets pas d'adrénaline dans ta vie, une aventure, un petit peps, en fait, tu finis par péter les plombs. Et moi, j'ai vu des gens qui étaient vraiment déprimés et qui, du coup, ont fait de leur vie tout autour de ça. Ils travaillent 6 mois, ils refont des hikes et des randonnées parce qu'en fait, ils peuvent plus se remettre à la routine. Et moi, j'ai pas envie de ça. Donc, du coup, j'ai vraiment envie quand même d'avoir cet aspect vie professionnelle, vie stable, etc. Et de pouvoir justement caler des aventures dans ma vie. Mais je pense que c'est très important de ne pas se laisser subir par ce syndrome parce que c'est réel et ça existe vraiment. Donc, tu avais déjà prévu la course d'après pour te garder en mouvement. Et d'ailleurs, on a l'impression quand on t'écoute que, ok, tu faisais du MMA, puis tu as eu ce rêve-là, et puis en 6 mois, tu es passé de l'un à l'autre. Entre les deux, rassure-moi, tu as quand même commencé à découvrir un peu le trail, à courir un petit peu. Enfin, ça a pris un peu de temps. C'est vrai que je ne l'ai jamais raconté l'histoire de base. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, je cours quand même depuis jeune. Ça serait mentir si je le disais pas. Je cours quand même depuis l'âge de 9 ans. Mais je m'entraînais pas. Parce qu'il y a une différence entre courir et s'entraîner. Moi, je connais beaucoup de gens qui disent je cours. Et après, je leur demande, tu fais quoi comme course? Bah, je cours 1 fois par semaine. Bah oui, mais c'est pas, tu t'entraînes pas en fait. Tu cours, ok, mais tu t'entraînes pas. C'est très important. Et moi, je m'entraînais pas. Je courais 1 fois par semaine, en lendemain de soirée, etc. quand j'étais plus jeune.
Mais du coup, c'est quand j'ai fait la rencontre d'un ami, parce que moi j'étais très porté sur moi-même, très égocentrique, musculation à fond, je faisais 84 kilos de muscles secs, je passais mon temps à la salle. C'était l'époque en plus du fitness, vraiment Thibaut InShape, Body Time, etc. C'était vraiment à l'époque, c'était fou. Et du coup, j'ai rencontré un mec à l'université qui lui venait en claquette, en tongs à l'université, en short, hyper outdoor. Et il vient me voir, il me dit ouais, je t'aime bien, etc. Est-ce que ça te dirait d'aller à la montagne, quoi? Et je lui dis ouais, moi j'avais jamais vu la montagne, je passais des vacances à la plage. Et je suis venu avec mes Adidas Ultra Boost, des chaussures de course sur route dans la montagne. Et il était pété de rire à chaque fois qu'il m'attendait à chaque sommet, parce que lui c'était pas du tout ça. Lui il mangeait des bols de pâtes tous les soirs après en revenant. Moi j'ai dit mais où sont mes protéines, tu vois? Enfin, j'étais des trucs Ouais. quoi. Et en fait le mec m'a dit mais en fait non, t'es à la montagne mon gars, donc tu vas te plier à mes règles. Et là j'ai commencé à dire waouh, c'est incroyable quoi. Il y a un mec qui me met une claque dans la tronche alors qu'en fait on avait vraiment rien à voir, même sur le plan physique, sur le plan des envies, des choses qu'on aimait. Donc du coup, au final, c'est devenu mon meilleur pote. Et ce mec-là m'a beaucoup appris dans la vie. Et à chaque fois, je le remercie tout le temps parce que pour moi, c'est comme un mentor en fait. Il m'a guidé vers le bon chemin pour moi, en tout cas, ce que je considère comme le droit chemin. Et du coup, effectivement, après, j'ai commencé à courir petit à petit. Mais mon implication dans le trail a vraiment commencé où un jour, j'ai reçu un appel de ce même mec. Et en fait, il me disait Antoine, c'est simple. Si tu veux la Barclay, parce que c'était un moment où je m'entraînais, je faisais encore de la muscu, du MMA, j'essayais de varier. Mais il dit si tu veux la Barclay, faut que tu fasses un choix. Il faut que tu sois focus et que tu te bouges le cul et que tu arrêtes de varier tous les trucs. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai que si je veux la Barclay, parce qu'il faut le voir, il n'y a aucun mec de la Barclay qui passe 5 heures à la salle toutes les semaines, qui fait 10 heures de MMA toutes les semaines et qui en plus court à côté. C'est absolument pas compatible. Et du coup, à partir de là, j'ai eu le déclic et je suis arrivé à Paris. C'est là où j'ai commencé vraiment à m'entraîner. Donc, du coup, il s'est passé quand même. J'ai commencé vraiment à courir. J'ai commencé à rêver en 2018 et j'ai commencé vraiment à courir en 2022. Donc, il y a eu vraiment 2 grosses années d'entraînement intense. Ok. À partir de du coup depuis. Et donc c'est quoi les prochaines étapes pour la Barclay? Alors ce qui se passe c'est que du coup moi je connais le moyen de m'inscrire, donc je vais pas le dire parce que sinon je vais me faire bannir à vie de la course. Mais du coup pour la plupart des gens le connaissent, il faut juste envoyer une lettre. Mais après bon il y a un peu plus de choses à savoir. Et du coup ce qui est très compliqué, c'est qu'en fait faut voir la Barclay comme Harvard. Faut se voir que la Barclay c'est comme Harvard. En fait pour se faire pour inscrire à Harvard c'est très compliqué. Faut être parmi l'élite. C'est l'école que tout le monde veut. Et la Barclay c'est la même chose. C'est la course que beaucoup de gens veulent. Et donc, il faut être parmi l'élite. Donc, il faut avoir un CV très, très solide parce qu'en fait, il y a des gens qui font des choses aussi incroyables dans le monde. On n'est pas tout seul. Et donc, il faut soit faire mieux que les autres ou soit avoir des motivations qui sont vraiment fortes pour que la personne t'accepte. Et donc, là, du coup, je pense être sur le droit chemin parce que je l'ai rencontré en physique, Lazarus Lake, donc l'organisateur. Et en fait, il a organisé une course dans Tennessee où j'ai pu faire deuxième. Où j'avais dominé la course pendant 7h30 et je me suis perdu. Bon, bref. Du coup, ce qui fait que je pense avoir. Maintenant, il me connaît, il sait qui je suis. Et puis voilà, donc j'espère que ça sera l'année prochaine, donc en mars ou avril prochain. Et s'il ne m'accepte pas, j'attendrai. Le finisher français, Aurélien Sanchez, a attendu 6 ans avant d'être pris et il a fini sa première année. Donc la patience, c'est le maître mot. Tu connais, parce que donc là c'est le créateur de la Barclay que t'as rencontré. Ouais. Donc c'est le même depuis toutes ces années. Est-ce que tu connais un peu l'histoire? Qu'est-ce qu'il a amené à la créer? Comment est-ce qu'elle est devenue aussi mythique et populaire? Et c'est son métier ou il fait ça juste pour le plaisir? Alors, faut savoir que ce monsieur-là, il est à la retraite, mais du coup, l'histoire est passionnante. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, dans les années 80, il y a Martin Luther King que tout le monde connaît, un symbole de la paix, qui se fait tuer par James Urey, donc un meurtrier un peu fanatique. Il se fait enfermer dans la prison de Brushy Mountain, dans une forêt qui s'appelle Frozen State Park. Et une prison infâme, je l'ai visitée d'ailleurs. Je ne conseille jamais à personne de la visiter, c'est horrible. Et ce monsieur-là, d'ailleurs, du coup, a réussi à s'évader en coupant des espèces de conduits d'aération. Il a réussi à faire des trucs, un vrai génie pour le coup d'évasion. Il s'est évadé de cette prison. Et en fait, les mecs, ils ont mis des hélicos. Et 24 heures passent, 48 heures passent, les mecs le trouvent pas, quoi. Il dit, mais attends, mais comment il a fait? Et après 60 heures, des chiens arrivent à fouiller, il était sous un tas de feuilles. Il avait fait que 12 km en 60 heures. Donc là, le mec regarde ça devant la télé, il dit, mais attends, mais c'est quoi ce troll, quoi? C'est quoi ce petit idiot? Il a réussi à faire que 12 km dans cette forêt. Bon, en fait, tu te rends vite compte que 12 km 60 heures en fait, dans cette forêt, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est la jungle, faut tout défricher. Bon, en fait, c'est des ronces, quoi. C'est des ronces pendant tout le temps. Et du coup, le mec se dit, bah écoute, moi, je vais créer un 100 miles. Donc, une course de 160 km. Et je vais essayer de créer une course difficile. Et au début, il crée une course, il n'y a personne qui finit. Et puis, je crois qu'il y a eu 15 ans avant qu'un premier mec finisse la course. Et au début, c'était que 3 boucles. Et il a dit, bah écoute, tiens, tu m'as saoulé, je vais faire 5 boucles. Et puis après, il y a eu que 19 finishers qui ont suivi après derrière dans toute l'histoire. Et comment il a réussi à motiver des gens à s'inscrire au début? Mais en fait, c'est simple, comme je disais tout à l'heure, on en a parlé avant. En fait, si tu mets un système de rareté dans quelque chose, tout le monde voudra y aller, c'est sûr. Une école, par exemple, Harvard, ce qui fait son truc, c'est le fait que ça soit rare, difficile d'y arriver. Et la Barclay, c'est simple, c'est un mode d'inscription secret. Les gens adorent les secrets, les gens adorent. En
fait, ça intéresse pas les gens d'aller dans une course où c'est un peu Disneyland. Je vais pas citer des franchises aujourd'hui, mais quand tu as des milliers de mecs qui arrivent, etc. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'en fait, c'est une course où tout est fait pour que tu échoues. Dans une vie où tout est fait pour que tu réussisses. Dans une course, tu as des bénévoles, tu as des ravitaillements, tu as un problème, tu as un hélico qui vient te chercher à la seconde. Là-bas, c'est simple. Si tu es perdu, il a 48 heures avant qu'il vienne te chercher. Donc, si tu es perdu pendant 48 heures, personne ne viendra t'aider sur cette course. Donc, il faut savoir que les gens viennent parce qu'ils savent qu'ils vont échouer, en fait. Ils viennent pour échouer, limite. Après, il y a quelques fanatiques qui pensent vraiment réussir. En tout cas, j'espère l'être. Mais au fond de toi, cette voix qui te dit tu vas réussir, elle est quand même très petite parce qu'en fait, tu as 1% de probabilité de pouvoir finir cette course. Donc voilà ce qui fait sa réputation. Et d'un autre côté, si tu te dis que tu vas échouer, il y a peu de chances que tu y arrives. Donc il vaut quand même mieux partir avec un rêve et puis l'envie de le réaliser. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lazarus Lake, du coup, dans un interview, il disait qu'en fait, il y a des gens, ils viennent vraiment pour ça, pour échouer. En fait, ils ont tellement d'ego, ils ont tellement tout réussi dans leur vie. Il parlait notamment de gens en situation professionnelle. Il disait qu'il y avait des gens qui travaillaient dans des tours à New York, dans la finance. Ils ont tout réussi. Et en fait, ils se sont entraînés, ils sont intégrés à la Barclay et ils ont échoué. Et en fait, ils ont eu leur premier échec dans la vie. Donc les mecs, ils sont contents, quoi. Ils ont eu un échec et pas les moindres. C'est quand même un échec à la Barclay, ce qui est quand même assez noble. Et donc il y a 20 personnes qui ont fini. J'imagine que tu as analysé un petit peu leur parcours. Qu'est-ce qui leur ont permis de réussir par rapport à tous ceux qui ont échoué? Alors c'est très simple, obsession. Ils sont tous obsédés, des zinzins. Il y a des mecs qui ont vendu leur maison, qui se sont achetés une caravane et qui ont dormi près de la forêt pour s'entraîner pendant des années. Il y a des mecs notamment Jonathan Basham, qui est un des finishers, qui lui se douchait à l'eau froide tous les jours dans son ruisseau, tous les jours pendant sa préparation. Il a vendu sa maison avec sa femme. Il a dit à sa femme, je vais finir à Barclay, j'en ai rien à faire, tu me suis ou tu me suis pas. Donc voilà, il était complètement obsédé. Les autres, pareil, s'entraînaient tous comme des fous. Là, aujourd'hui, les moyens se sont améliorés. Donc par exemple, un des derniers finishers, Karel Sabé, lui, il avait modélisé la carte en 3D. Et du coup, il analysait chaque degré de pente. Et ce qui fait qu'en fait, quand le mec était sur la carte, il savait où il était. Il savait exactement l'attitude où il était parce qu'en fait, il connaissait la carte par cœur. Et ça, c'est un truc impressionnant parce qu'en fait, il était complètement obsédé. Et ça, je pense que c'est le premier élément. Deuxièmement, tous ont été élevés à l'école des FKT. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'ultra trail, les FKT, c'est les fastest no time. Donc, en fait, tu as deux écoles dans le trail. Tu as les courses classiques, les courses en compétition, comme l'UTMB, je sais pas, l'éco-trail. Mais par contre, tu as les FKT. Donc, les FKT, c'est simple, c'est des courses que tu te fais face à toi-même. Donc, tu pars d'un point A, tu vas jusqu'à un point B, et après, tu le fais homologuer par un organisme. Et du coup, tous ont au moins fait un ou deux FKT ou essayé de faire des records comme ça sur des longs sentiers ou essayer de faire des longs sentiers. Donc, ce qui était assez fou, c'est que la plupart des gens ont au moins fait le Pacific Crest Trail, donc le truc que j'ai fait aux États-Unis ou d'autres sentiers dans le monde. Et donc, ça, c'est vraiment un des éléments communs, je pense. Et le troisième, c'est la souffrance. La plupart des gens, quand tu vois, c'est des monstres psychologiques. Ils ont accueilli des moments de souffrance dans leurs expériences au préalable que tu peux. Ouais, c'est assez fou. Il y a un documentaire avec John Kelly où le mec, il fait en fait tous les tours des grands sommets en Écosse, en Angleterre, au Pays de Galles. Il les enchaîne et en fait, il fait quasiment 20 km à la fin en boitant et il court comme ça, comme un zinzin dans une descente du Ben Nevis. Et tu te dis, mais c'est pas possible, personne ferait ça. Et il arrive même plus à marcher. Mais en fait, le mec, en ayant vécu ça, qu'est-ce qu'il peut vivre après, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est trois éléments. Savoir gérer ces moments de souffrance et ne pas paniquer. Parce que sur la Barclay, la plupart des gens qui échouent, c'est des gens qui, au final, viennent, ils pensent qu'ils gèrent la souffrance parce qu'ils l'ont vécu dans des moments où tout était encadré. Mais en fait, non, c'est pas ça, la vie. Il faut aller dans des endroits où t'es pas du tout encadré, parce que la Barclay, c'est pas encadré. Donc voilà. Et qu'est-ce qui te manque à ton CV alors? Parce que tu disais que tu espérais que l'année prochaine tu sois accepté, mais que c'était une question de CV. Donc si tu l'es pas encore, ça veut dire que tu dois probablement cocher encore des cases. Est-ce que tu as des projets là d'ici l'année prochaine pour être OK? Alors du coup, je pense que maintenant mon CV il est bon. Je l'envoie maintenant. J'ai fait plus que certains finishers de la Barclay avant qu'ils soient engagés. Donc je me dis, pas de raison qu'ils m'acceptent pas aussi. Je suis jeune aussi, donc ça fait partie du truc. Et je suis français, il a une affection particulière pour les Français. Mais le prochain projet, c'est que ça fait 2 fois que j'échoue sur ce projet. C'est qu'en fait, il y a le fameux GR20 en Corse. Et il y a un record de 30h25 qui a été fait par Lambert Saint-Élé, un natif de Corse. Et c'est un record avec assistance. Donc une vingtaine de mecs avec lui, etc. Et moi, je vais être le premier mec à le faire sans assistance, c'est-à-dire vraiment aucune aide, pas de refuge, rien, et le faire le plus rapidement possible pour qu'après, peut-être donner envie à d'autres gens. Et voilà, c'est vraiment mon objectif principal de l'année prochaine, parce que j'ai tenté 2 fois. J'ai échoué après 41 heures d'effort, après 130 km sur 170. Et la deuxième fois, j'ai échoué après 60 km, parce que j'avais pas bu d'eau avant de rentrer dans le Cirque de la Solitude, qui est un endroit un peu mystique sur la Corse. Et donc, j'ai échoué. Donc, effectivement. Et la première fois, tu as échoué à cause de quoi? Alors, c'est vraiment un truc très stupide. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti avec une chaussure avec un petit trou à l'avant. Et je me suis dit, bon, petit trou, ça va passer. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai eu une grosse chute sur le trail et le trou est devenu un énorme trou.
Donc je suis arrivé à un refuge, je me suis dit je vais devoir abandonner. Et un Corse est venu me voir et m'a dit écoute, moi j'ai une paire de chaussures pour toi si tu veux, je te la vends. J'avais du cash sur moi parce qu'encore tout fonctionne par le cash. Je lui paye cette paire, sauf qu'en fait cette paire n'était pas du tout affiliée à mon pied. Et du coup j'ai dû faire après l'équivalent, c'était de 90-100 km avec le frottement de chaussures avec le pied. C'était l'enfer, j'ai vraiment vécu un enfer. Et après j'avais tellement d'hallucinations parce que j'avançais plus. Et ce qui se passait c'est que je dormais sur des cailloux dans la dernière descente, je dormais. Et je me réveillais, je me dis j'ai dormi 1 heure et en fait je regardais, j'avais dormi 3 minutes quoi. Et du coup je faisais ça et c'était une succession de siestes de 3 minutes comme ça. Et là, je me suis dit ouais c'est plus possible, j'ai avancé depuis avec mon pied. Et alors, je me suis, j'ai stoppé maman, je me souviens, je me suis allongé sur le sentier et je me suis fait réveiller par un Corse qui m'a emmené chez lui et puis c'était la fin quoi. Et donc là, pour l'eau, tu prenais de l'eau dans les rivières, pour la nourriture. Bon, de toute façon, j'imagine que c'est un peu comme un tort des géants ou ce genre de choses. Tu vas pas te promener avec ta tente. Là, tu es plutôt en mode speed. Donc, Ouais. tu dors comme ça 10 minutes avec des micro-siestes et tu manges les bars, quoi. Et tu prends de l'eau de rivière que tu filtres. Exactement. Tu prends de l'eau de rivière, sauf qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le GR20, c'est très important d'aller à la bonne période. Parce qu'en fait, si tu vas en août, toutes les sources d'eau sont desséchées. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, je l'avais tenté d'abord en début juillet. Il y avait de l'eau partout. Et j'ai voulu le retenter en août dans la même année. Et là, je me suis dit, OK, il va y avoir les mêmes sources d'eau. J'arrive, je me dis, tiens, je vais retrouver. Et là, je vois pas d'eau. Et là, je me dis, oh, fuck, parce que j'ai encore 2 heures à faire sans eau. Sauf que voilà, j'étais pas à ce moment-là, j'étais pas encore, ce que je suis aujourd'hui, je me suis pas habitué à ce genre de choses. Donc c'est très dur psychologiquement et heureusement il y avait de l'eau stagnante. Donc si tu as un bon filtre, tu peux la boire et ça ira. Mais bon, c'est quand même pas l'idéal quoi. Ok, et donc ça c'est ton objectif perso. Ouais. Sur le plan pro, tu me disais à la base tu pouvais pas faire ce podcast parce que tu avais choisi signer un CDI. Donc tu as fait des études en finance, tu disais, tu as fait un CDI et puis au final tu m'écris, tu me dis non mais en fait c'est bon, je suis dispo. Alors moi je pensais que tu avais trouvé du temps dans ton travail quoi. Et là tu me dis tout à l'heure bah non en fait j'ai démissionné, ça me va pas du tout, je préfère être entrepreneur, être coach, etc. On pourrait y revenir après. Mais pourquoi tu as fait finance? Quelle est ta vision du salariat et ta vision de la vie à ce niveau-là? En fait, ce qui s'est passé, c'est que de base, j'avais fait de base, je voulais faire l'armée. Je voulais faire le GIGN, les forces spéciales, pour suivre mon grand frère qui avait fait les forces spéciales aussi. Ce qui s'est passé, c'est que mon chemin de vie a fait que j'ai plus du tout rêvé de ça parce qu'en fait, j'ai retrouvé tout ce que je cherchais dans le GIGN, dans mon activité du trail, dans le MMA. Et au final, je pense que j'étais pas fait pour une vie du GIGN où t'es cloisonné avec une section pendant toute ta vie. Tu dois aussi supprimer un peu tout ton confort, etc. Et j'ai quand même besoin d'un équilibre de vie. Donc j'ai vite supprimé ce petit rêve. Et de base, j'avais fait des études de STAPS pour pouvoir préparer le concours d'officier de gendarmerie qui se prépare avec un peu tout type de master. Donc du coup, j'avais fait ça. Et puis en fait, quand je voulais plus faire ce rêve, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de faire ces études-là, ça me sert à rien. Donc je me suis dit, un peu comme un ado perdu, je me suis dit, je vais aller en école de commerce. J'ai fait une admission parallèle, je suis rentré en finance. Ça me plaisait bien parce que j'avais vu 2-3 films comme Jordan Belfort, Le Loup de Wall Street. Tout le monde idéalise la finance, mais au final, tu te rends compte qu'en fait, la finance, à moins d'être chez Rothschild ou chez des grosses banques d'affaires, c'est pas forcément ce que tu penses être. Si t'es derrière ton Excel à faire de l'audit, par exemple, c'est pas le truc le plus passionnant. Si tu fais de la compta, j'ai rien contre ceux qui font de la compta, bien entendu, mais c'était pas ce que je recherchais. Je pense que vu que je suis quelqu'un d'hyperactif, qui cherche un peu d'adrénaline, de l'aventure. Je pense que j'avais absolument pas ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je pense que je me suis menti à moi-même pendant pas mal de temps. Après, j'ai rien contre les écoles de commerce, que ça t'apporte un gros réseau, ça m'a apporté beaucoup d'amis et beaucoup d'opportunités, etc. Donc c'est quelque chose dont je suis très reconnaissant. Mais effectivement, voilà, je suis arrivé de mon projet des États-Unis derrière mon tableau Excel. J'ai fait une journée et en fait, j'ai regardé mon écran et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es un Playmobil dans une matrice en fait. J'avais l'impression qu'on m'avait posé là et qu'il y avait un mec comme ça qui tenait mes trucs comme un pantin, tu sais. Et je faisais ça et en fait, j'apportais rien, j'apporte pas de valeur ajoutée. Je suis juste des réglementations parce que le métier que je faisais, en audit, en finance, c'est très réglementé. La compta, c'est très réglementé. Et donc voilà, ça me plaisait pas, c'était pas fait pour moi. Du coup, après une semaine, j'ai dit ouais, faut que je parte quoi. Faut vraiment que je me lance dans mes projets, dans mes propres projets. Et ce qui est assez fou, et on en revient aussi au fait que les autres sont très importants, c'est que j'ai un groupe d'amis qui m'a appelé et qui m'a dit Antoine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Genre là, tu viens de faire les États-Unis, tu viens de faire une traversée. Ce qui te correspond, c'est l'aventure, c'est rester peut-être dans le sport, etc. Mais ne va pas en audit. En fait, tu vas mourir à petit feu, quoi. Alors, en tant que avec tout ce que tu as en toi. Donc, du coup, c'était pas fait pour moi, quoi.
Avec Limitless, ma mission est de t'aider à atteindre ton plein potentiel. C'est ce qui me motive à enregistrer ces podcasts depuis plus de 5 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Féroce. L'alimentation moderne est 4 fois plus pauvre en micronutriments que celle de nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle nous sommes massivement carencés en vitamines et minéraux. Pourtant, il suffirait de 7 grammes de foie de bœuf pour couvrir la plupart de nos besoins. Problème, la plupart d'entre nous n'ont pas envie d'en manger. C'est pourquoi j'ai créé le steak Féroce, composé à 80% de viande de bœuf et à 20% d'abat pour une richesse micronutritionnelle hors norme et un goût riche et savoureux. Oui, je pense que tu as besoin, au contraire, en fait, j'ai l'impression parfois que la société, elle te renvoie à une espèce de voie du milieu qui correspond à personne en réalité, qui est juste la moyenne de tous les types de personnalités. Et quand tu te compares à cette voie du milieu, tu dis que tu es déviant parce que potentiellement, tu fonctionnes différemment. Moi, par exemple, j'ai tendance à avoir aussi un côté hyperactif, une vie assez tourbillonnante, à faire beaucoup de choses. Et donc, l'image qu'on m'envoyait, c'était que je faisais trop de choses, que j'aurais passé plus de temps à me reposer, à être au calme, etc., que je vais faire plus de méditation. Et je trouve ça chouette, la méditation, par ailleurs. Non, à la base, j'aimais pas ça. Et en fait, j'ai un ami maintenant qui est Steve, qui fait la méditation en ligne, mais sur un style différent, avec de la respiration, etc. Et j'adore, parce qu'il a une approche différente, puis parce que c'est lui. Sinon, à un moment, par discipline, j'en ai fait pendant 9 mois tous les jours. Et en fait, c'est dur. Je cherchais... Je me disais que j'en avais besoin, que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse, etc. Mais j'ai jamais pris de plaisir. Pas une seule fois en 9 mois, alors que j'ai fait tous les jours pendant 20 minutes. Mais ça, c'est parce que je suis hyper discipliné. Mais bref, et puis tu vois, en grandissant, au bout d'un moment, j'ai compris que moi, la base de ma personnalité, d'ailleurs, j'ai fait un test qui s'appelle ProcessCom, qui t'aide, c'est un test de personnalité, et ma base, elle est promoteur. Et donc, ma base promoteur, c'est une base qui trouve son énergie, justement, dans les défis, dans les projets, dans les environnements très actifs. Et à l'inverse, ce qui me draine mon énergie, c'est les environnements lents, très cloisonnés, très processisés, etc. Et en fait, pendant longtemps, j'ai essayé de me conformer à un rôle qui m'allait pas. Et quand j'ai compris que je pouvais juste me permettre d'être moi-même et que la tension que je pouvais ressentir parfois, elle était simplement liée au fait que les gens avec qui j'interagissais ou bien les tâches que j'avais à accomplir me correspondaient pas. Donc au niveau des tâches, moi je suis entrepreneur, mais quand tu es entrepreneur, au début, tu es un peu multicasquette. Donc tu nourris un peu toutes tes intelligences. Puis au fur et à mesure que ta boîte se développe, tu deviens un gestionnaire. Et tu as plein de gens qui travaillent pour toi et qui font tout ce que tu faisais avant. Et donc au final, toi, tu fais des tableaux Excel au final. et tu vois, et en fait, ça nourrissait plus ce feu intérieur. Tu vois, j'aime bien aussi ce concept d'intelligence multiple et je sais que j'ai besoin de nourrir toutes mes intelligences pour me sentir bien. Et voilà, et le fait d'accepter qui j'étais et d'organiser mon monde en fonction de ma personnalité plutôt que d'essayer de modifier ma personnalité pour qu'elle corresponde au monde. Donc ça a signifié aussi supprimer certaines personnes de ma vie, déléguer certaines tâches, prendre certaines décisions un peu radicales à certains niveaux. Maintenant, je me sens hyper heureux et hyper épanoui, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui t'est arrivé. Bon, toi, tu l'as fait en une semaine. Moi, il m'a fallu des années. Mais t'as essayé de te conformer à ce que tu pensais qu'on attendait de toi, à cette espèce de voie classique et normale. Alors qu'en réalité, ce que toi, t'as envie de faire, c'est explorer le monde, transmettre cette joie, cette passion, ce feu intérieur. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que tu me disais que tu voulais faire. Donc, quand tu me disais au début, ouais, je vais être coach sportif. Et puis après, tu me dis, en fait, je veux surtout aider des gens à réaliser leurs rêves et puis leur garantir que ça sera possible. Je trouve que c'est hyper inspirant. Et comme je disais, en fait, c'est très intéressant ce que tu as dit. Et en fait, j'en reviens aux jeux vidéo. En fait, dans la vie, de manière générale, on fait en sorte que tu restes dans le niveau, tu restes dans le level, tu restes dans la map, etc. Et je trouve que l'entrepreneuriat, ce qui est beau, c'est qu'en fait, là, tu sors de la map et tu découvres complètement autre chose. Et pour moi, c'est ça qui est incroyable et c'est ça que je veux. C'est pas vraiment la quête de plein de finances, l'abondance, etc. Ça m'intéresse pas d'être un pixou. Mais ce qui m'intéresse, par contre, c'est la quête de liberté, d'être libre. Et comme je reviens aussi au surhomme de Nietzsche, le surhomme de Nietzsche, il est libre. Il a pas de contraintes, en tout cas, à ce niveau-là. Il a pas un système qui le draine, tu vois. Et moi, c'est ça que je veux. C'est vraiment être libre et surtout apporter de la valeur aux gens. Et en fait, j'ai l'impression que derrière mon Excel, à suivre des réglementations, j'apporte aucune valeur, en fait. Je suis juste des process qu'on m'a dit de faire. Et en fait, juste déjà d'aider une personne, déjà, pour moi, je pense que c'est déjà incroyable. Donc, c'est vraiment l'objectif que je veux faire en pouvant me lancer dans l'entrepreneuriat après. Et je pense que c'est une très, très belle aventure et ça sera une aventure aussi passionnante que ce que j'ai fait aux États-Unis, dans un autre contexte, bien entendu. Mais voilà, tu as les prises de risques, tu as de la peur, tu as de l'excitation, tu as de tout, en fait. Tous les sentiments que tu vis aussi dans une aventure sportive. Donc, je pense qu'il y a un vrai lien entre les deux. Ce besoin, cette quête de sens et de se dire que son énergie a une utilité pour toi, mais pour le monde aussi. Ça me fait penser à une boîte que j'ai créée il y a quelques années. Ça a été une des premières agences d'influence marketing en France et je fédérais un réseau de 27 millions de fans.
Et à cette époque-là, j'avais une villa dans laquelle je vivais qui faisait 300 mètres carrés avec une piscine. Et puis, je vivais dedans. Et puis, la journée, j'avais des réals monteurs. Mais c'était à une époque, on parle de ça en 2015, tu vois. Ok. Qui venaient. Et puis, on tournait des DIY, des recettes de cuisine, des vidéos dans la piscine, etc. Et on faisait des placements produits. On avait notamment un gros contrat avec Jiffy qui nous payait 120 000 euros par mois pour que tous les mois, on utilise leurs produits dans nos vidéos et qu'on les diffuse sur nos réseaux, ce qui cumulait quand même des milliards de vues. Et en fait, ça m'a particulièrement marqué parce que les objets qu'on allait chercher chez Jiffy, souvent ne survivaient pas au tournage. Donc, il fallait à chaque fois qu'on les prenne en double ou en triple juste pour faire un tournage. Et on se disait, OK, c'est des trucs qui coûtent pas cher, mais c'est vraiment tellement de la merde que tu peux même pas tu peux les utiliser juste une journée, quoi. Et là, je me dis, mais quelle perte d'énergie, parce que ça a utilisé des matières premières, des gens qui ont dédié du temps pour les construire en Chine, etc. Après, il a fallu utiliser des énergies fossiles pour les transporter jusque chez nous. Il y a des gens qui travaillent dans le magasin pour les vendre, etc. Il y a des gens qui ont pris du temps pour se déplacer, pour aller les acheter. Ensuite, il y aura du temps de personnes qui vont gérer les poubelles, etc., pour recycler tout ça. Enfin, quelle perte d'énergie à tout niveau, que ce soit en termes de matières premières, de temps humain. Et, voilà. Et donc maintenant, j'essaie de créer des choses où je me dis ce que j'appelle des business durables, dans le sens où qui a un sens intrinsèque, tu vois, que ça serve, que ce soit pas seulement un business d'opportunité, parce que en fait, j'ai créé plein de trucs qui fonctionnaient par opportunité, mais qui répondaient à aucun sens ou besoin fondamental, quoi. Et donc, mais c'est assez intéressant, tu vois, de se poser la question et de se dire. Et je pense que dans la satisfaction de la vie, dans le fait, là, je te parle même d'un point de vue égoïste, juste pour être heureux. Eh bien, le fait d'avoir la sensation que tu contribues à quelque chose de plus grand que toi, avoir un peu un sens transcendantal dans ton action et te dire que ton énergie, elle est dédiée à participer d'une façon ou d'une autre au monde et à la société qui t'entoure, au-delà du fait de permettre de rembourser ton crédit IMO. Eh bien, c'est un facteur d'épanouissement et de bonheur absolument essentiel. Non, je suis totalement d'accord. Et comme je disais, quand j'étais dans ce bureau Excel, en fait, j'ai pas regardé que moi, en fait, j'ai regardé les autres aussi. Et en fait, j'avais rien à leur reprocher à ces gens-là. Mais en fait, ce que je trouvais fou, c'est il y avait pas de flamme, il n'y avait pas de passion dans ce qu'ils faisaient. J'ai l'impression qu'ils étaient là, derrière leur écran, à écrire. Ils étaient guidés juste par des choses qu'on leur avait dit de faire. Et il n'y avait plus rien. Et en fait, je leur demandais, des fois, je leur disais, oh, vous faites quoi après le boulot, etc. Oh, bah, je vais rentrer, je vais manger, je vais regarder la télé. Et je dis, quoi? Mais non, enfin, t'es déjà mort là, enfin t'es déjà mort en fait. Vis en fait, va faire des choses, je sais pas, va au sport, je sais pas, va voir un ami, joue aux échecs, enfin je sais pas, fais quelque chose, va lire un livre. Et en fait les gens avaient même rien à raconter. Et du coup ouais, c'est quand même très triste. Très Comment triste. est-ce que tu peux leur donner justement un peu de ton énergie pour leur montrer l'intérêt que peut avoir le fait de jouer au grand jeu de la vie plutôt que de choisir la facilité de s'échouer sur leur canapé et d'allumer Netflix? Bah en fait, faut le sortir de leur zone de confort. Et j'ai un ami d'ailleurs à moi qui est médecin et lui a passé ses années et ses années à étudier et à ne rien faire. Je lui fais une petite dédicace d'ailleurs. Et un jour, il m'a envoyé un long message. Il m'a dit merci Antoine, parce que grâce à toi, j'ai vécu à travers tes aventures quand tu m'en parlais, à travers tes réseaux sociaux, etc. Et en fait, du coup, bah en fait, tout ce que j'ai envie de faire, c'est que quand je vais finir mes études, c'est aussi d'aller vivre mes propres aventures et d'avoir aussi une quête de sens dans ce que je fais. Parce qu'au début, lui, il voulait être médecin, mais il voulait être médecin en mode chirurgien, juste gagner de l'argent. Et il en avait un peu rien à faire. Et en fait, il m'a dit maintenant, je veux faire un peu de sens aussi à ma vie, vivre un peu une aventure. Et du coup, il veut être dans la médecine de la recherche du cancer, etc. Donc, j'étais vraiment très étonné par ce choix et par son message. Et j'ai trouvé ça très touchant. J'ai dit quoi, enfin, c'est assez fou. Et du coup, je pense que c'est vraiment important d'essayer de sortir les gens de leur zone de confort, de leur faire découvrir plein de choses. En fait, il y a tellement de choses, on se rend pas compte à faire. En fait, on n'a pas assez de temps. Moi, je me rends compte, là, j'ai pas assez de temps. Je vais créer une course, je vais lancer un truc de coaching, je vais essayer d'écrire un livre, essayer de faire tu fais des rencontres. Enfin, en fait, t'as 24 heures, t'as pas assez de temps. Normalement, t'as pas assez de temps. Si t'as du temps, c'est que t'es déjà mort, en fait. Et ces gens-là, ils ont beaucoup de temps. Ils rentrent à 18 h et voilà. Qu'est-ce qu'ils font après? Après, tu vois, c'est un problème aussi, ça, parce que moi, tu vois, j'ai cette même obsession du temps et la certitude de jamais en avoir assez pour étancher ma passion et ma curiosité insatiable. Et pour autant, c'est ça aussi qui m'a poussé parfois à suroptimiser tous mes systèmes et à perdre peut-être de vue le fait d'apprécier le chemin, d'avoir les pieds sur terre, de vivre ses émotions, de passer des temps de qualité avec d'autres gens, etc. Tu vois. Donc, comment est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre entre les deux? Bah, c'est ce que je reproche justement à certains amis à moi qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat et qui ont établi des routines ultra strictes. C'est-à-dire que s'ils se lèvent à 6 h du matin, ça sera 6 h 00, ça sera jamais autre chose.
S'ils se couchent à 23h00, ça sera toujours 23h00. Il y a toujours des rythmes. Et en fait, ce que je leur reproche un peu à ces amis-là, c'est qu'ils se laissent pas porter un petit peu par l'inconnu. Tu vois, par exemple, tu as une soirée, tu as une rencontre passionnante. Bah, pourquoi tu irais rentrer typiquement à l'heure pour aller te coucher à ton heure, alors qu'en fait, cette rencontre, peut-être qu'elle peut t'apporter une opportunité. Par exemple, la dernière fois, j'étais à une soirée, j'ai discuté avec une fille, etc. Et puis la fille m'avait dit, bah écoute, viens, fais-moi aussi, j'ai un projet, etc. Est-ce que ça te dit, etc. Et maintenant, c'est ta femme. J'aurais pu rentrer plus tôt, tu vois, aller me coucher, etc. Mais au final, non, je laisse porter par l'inconnu. Et je pense que c'est aussi hyper important d'avoir une discipline de vie. Discipline, c'est fait tout quand même, on va pas en dire. La discipline, ça favorise tout dans la vie. Mais par contre, c'est très important de se laisser porter aussi par un peu d'inconnu. Un peu de point d'interrogation dans sa vie, c'est quand même hyper important. Ouais, après, c'est un trade-off qui est pas facile parce que moi, je sais que pour exprimer mon plein potentiel, il faut que j'ai une bonne nuit de sommeil. Et donc, forcément, tu sais que tu sacrifies quelque chose. Donc, OK. Et donc, il faut que ce que tu es en train de vivre là, donc la rencontre que tu as faite, par exemple, elle soit suffisamment stimulante et intéressante pour que tu te dises, OK, ça vaut le coup que je sacrifie un peu de mon énergie de demain pour y consacrer du temps, tu vois. En fait, on en revient au même point où je disais qu'en fait, avec ce petit bracelet-là, en fait, je me considère comme j'ai un chemin, en fait. Et des fois, tu as des petites annexes, des petits trucs de ressentir comme ça, et c'est bien de ressortir. Mais après, hop, tu redescends et tu reviens sur le chemin. Et je pense que c'est important, ça dans la vie, c'est d'avoir un socle, une base de vie, une ligne de vie. Et en fait, des fois, hop, faut sortir, faut rentrer, faut sortir, faut rentrer. Et puis, c'est là où tu prends le plus de plaisir, quoi. En fait, c'est parce que le cerveau, il adore prédire l'avenir et donc il adore la linéarité parce que la linéarité, elle est prédictible. Mais dans les faits, la nature fonctionne absolument pas comme ça. Tout dans le vivant est une sinuosidale et une homéostasie. D'ailleurs, on parle d'équilibre, de température corporelle à 37 degrés, mais elle est toujours en train de fluctuer entre 36 et 38 et elle va jamais toucher ce point central. Et c'est cet équilibre dans un perpétuel déséquilibre qui crée la résilience, la capacité d'adaptation et la puissance de n'importe quel organisme, et à commencer par l'être humain. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tant de bienfaits à l'hormèse, au fait potentiellement de s'exposer au froid, au chaud, à jeûner de temps en temps, à faire du sport, et même peut-être, tu vois, dans l'alimentation, tu disais que tu mangeais tous les matins tes 6 œufs ou que tu avais toujours ta dose de protéines, mais quand tu étais parti en montagne, bah, tu avais des pâtes, il n'y avait pas de protéines. Bah, peut-être que tu vois, le fait de temps en temps de ne pas avoir de protéines pendant 2-3 jours, eh bien, ça va rendre tes cellules beaucoup plus capables de les absorber lorsque tu vas leur en apporter 3 jours plus tard. On le voit d'ailleurs avec l'insuline, qui est une hormone qui est sécrétée quand tu manges trop de sucre. Ouais. Tu vois, tu as des pics d'insuline. Bah, le fait d'avoir perpétuellement des pics d'insuline, au bout d'un moment, ça rend les cellules résistantes à l'insuline parce qu'elle est là tout le temps. Donc on voit que la constance, c'est quelque chose qui est anti-adaptative, anti-santé, anti-tout, tu vois. Et c'est vrai que moi, je plaide coupable, tu vois, parce que j'ai mis en place... En fait, j'ai tellement de... De hack. Ouais, non, en fait, c'est surtout que j'ai de gros objectifs. Je sais pas si le mot objectif est le bon. Non, j'ai une grosse ambition pour ma vie. En fait, si tu veux, je considère que j'ai une chance infinie d'être incarné dans un corps pour jouer au grand jeu de la vie. Merci. Et donc, j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour dédier mon temps à des projets porteurs de sens pour moi, des entraînements qui me permettent de réussir des exploits sportifs et du temps de qualité avec ceux que j'aime, c'est-à-dire principalement ma femme et mes filles, parce que j'ai envie d'être un père présent pour elles et elles me le rendent au centuple. Ça nécessite beaucoup d'énergie. Tu vois, extérieurement, il y a plein de gens qui regardent ma vie et qui disent qu'ils sont fatigués rien qu'avoir ma vie. Moi, je m'éclate dedans, tu vois. Et justement, dans cette organisation qui est très millimétrée, qui pourrait sembler rigide à certains égards, même si maintenant je suis capable de mettre plus de flexibilité, mais il m'a fallu du temps, eh bien, je trouve de la liberté. Parce que justement, je réduis au maximum tout ce qui est fatigue décisionnelle, tout ce qui est lié... aux stresseurs, etc. En fait, tout ce que je peux contrôler, je le contrôle. Et comme ça, à l'intérieur des cases, je peux m'éclater. Et j'ai accès à la totalité de mon potentiel pour faire un maximum de choses. Et je m'éclate, tu vois, là-dedans. C'est comme si je m'ouvrais un terrain de jeu infini et que j'avais et que je donnais le meilleur de moi-même, de mes cellules, de mon corps, de mon intelligence pour jouer à fond dedans, tu vois. Et il y a une forme d'addiction à ça. Tu sais, quand tu es habitué à vivre au maximum de ce que tu peux faire, eh bien... si tu te sens un peu dégradé, etc. Même si j'aime ça, tu vois, quand je fais des trails, par exemple, je suis en état dégradé parce qu'au bout d'un moment, t'es fatigué et j'aime ça aussi, tu vois. Mais je veux dire, dans mon quotidien, cet état un peu dégradé, vite, il m'énerve. Et donc, t'as raison, hein, pour autant, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Non, il faut trouver vraiment l'équilibre. Et moi, par exemple, à Paris, voilà, mes amis qui s'entraînaient normalement,
comme je disais, toujours faire le bord de l'air, etc. Bah, moi, des fois, bam, je disais, allez, 23 heures ce soir, je me fais des escaliers de Montmartre. Et en fait, ça rajoute ce petit chaos, ce petit piment qui fait qu'en fait, déjà, tu adores ce que tu fais, tu vas encore plus adorer. Mais comme je disais, il faut vraiment avoir une constance aussi, c'est très important. Mais essayer de dévier de temps en temps. Et un truc que je faisais aussi particulièrement, c'est que parfois, en fait, il y a un ascenseur, un funiculaire à Montmartre qui t'emmène du bas jusqu'en haut. Et en fait, au lieu de courir dans les escaliers, moi, je courais juste en dessous le funiculaire parce que le funiculaire, il est éteint la nuit. Et tu vois, je courais là, j'avais l'impression d'être un peu un pirate. Et en fait, moi, j'étais excité d'aller courir à Montmartre parfois parce que je me disais, putain, je vais faire ça, quoi. Je vais aller me rajouter un peu de piment, un peu de chaos dans mes entraînements. Alors que mon coach, il me disait, ouais, c'est pas très intelligent d'aller courir à 23 heures, tu vas accumuler de la fatigue. Mais au final, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'être de ce que je suis aujourd'hui. Et donc ouais, c'est très important. Ouais, et puis je pense que justement, tu vois, moi, mon sommeil, c'est quelque chose que je préserve énormément. Et mon coach, à un moment, il m'a proposé de faire des entraînements de nuit. Il m'a même inscrit à la Saint-Élion, qui est une course qui se court de nuit, alors que pour moi, c'était... Enfin, tu vois, c'est le truc qui me fait le moins kiffer au monde, tu vois. Et justement, parce que c'est important aussi de se confronter. Une chaîne n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible. Et quand tu connais un état, que tu sais comment tu y réagis, que c'est justement plus du domaine de l'inconnu, naturellement, ça te rend beaucoup plus capable de gérer. Et c'est ce que tu as bien exprimé tout à l'heure avec tes différents moyens de préparation. Ouais, c'est assez chouette. Et pour autant, tu vois, toi, tu as tout le temps fait du sport. Tu disais que tu courais depuis 9 ans. Tu as fait du MMA au niveau. Tu as fait à fond de la muscu, des trails, etc. Et maintenant, ton ambition, c'est de dire à des gens tout à fait normaux, c'est-à-dire des gens comme moi, tu vois, il y a quelques années, je faisais absolument pas de sport. Mon exploit, tu vois, ça aurait été un 10 km couru en 1h05. Et pour moi, j'avais l'impression d'être un athlète olympique en ayant fait ça, tu vois. Et donc, comment est-ce que tu peux garantir à des gens comme ça que tout est possible et qu'ils pourraient faire le Mont Blanc, je sais pas, 1000 km dans le désert ou traverser la Manche à la nage? Parce qu'en fait, il faut savoir que les gens, de manière générale, on pourra dire ce qu'on veut, mais les gens n'ont pas confiance en eux. Donc en fait, les gens, en fait, ils sont dans le boulot, ils sont dans la vie, mais on leur dit jamais t'es bon, en fait. On leur dit jamais t'es bon, tu peux faire ce que t'as beaucoup de ressources, etc. Tu peux faire de grandes choses. Et en fait, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai dû aller chercher ça. Mon frère, mon grand frère qui était un père spécial, il disait bouge ton cul, tu vois. Il faut que tu ailles vraiment aller chercher ces choses-là. Donc bon, bien sûr, je serais pas là, je suis pas dans la méthode militaire non plus. C'est un peu extrême. Mais je pense qu'en fait, si tu accompagnes bien les gens, que tu vas essayer de chercher leur petite flamme intérieure, parce qu'en fait, je pense que tout le monde a une flamme, tout le monde a des skills, a des talents, a une capacité. On a tous, enfin, on n'a pas tous le même cerveau, etc. Mais je pense qu'on peut tous aller chercher vraiment très loin. Et donc, c'est très, très important d'essayer de mettre en avant ça chez les gens parce que les gens, en fait, ils n'ont pas confiance en eux. Moi, j'ai couru avec plein de gens. Ils me disaient, ouais, mais je suis pas capable de faire ça. Et puis, j'allais courir avec eux à côté d'eux et je leur disais, bah, regarde, on a fini là. Tu l'as fait. Tu vois, donc arrête de te plaindre en fait. Si t'as pas confiance en toi, tu te poses trop de questions. Tu te focalises trop sur ce que font les autres. Et ça, c'est hyper, hyper important. Là, j'ai parlé à une amie il y a pas longtemps. Elle me dit, et moi, je me blesse tout le temps et tout. Je lui demande pourquoi tu te blesses. Elle me dit, bah, parce que quand je cours et que je vois quelqu'un qui va plus vite que moi, et bah, j'essaie de le dépasser. Et tu te rends compte que c'est malsain ce que tu fais. Tu vois, enfin, en fait, concentre-toi sur ton truc. Run your own race, comme on dit. Là-bas, on dit beaucoup aux États-Unis, hike your own hike, c'est-à-dire ne t'occupe pas de ce que font les autres. Inspire-toi des autres, prends de l'énergie des autres et fais ton truc. Parce qu'en fait, si tu commences à copier, tu vas être toujours déprimé. Aujourd'hui, c'est la course au toujours plus. Toujours plus d'argent, toujours plus fort, toujours plus rapide, etc. Enfin, je veux dire, si moi, je commençais à me dire, ouais, il y a des mecs qui font le truc en 46 jours, des mecs qui font des marathons en 2h30, j'arrêterais de courir. En fait, je ferais autre chose. J'essaierais de trouver une niche où peut-être que je peux être plus fort. Mais en fait, non. Faut juste se dire, faut être le champion c'est too much aussi, mais faut être le champion de sa vie. Et j'avais dit ça dans un post il y a pas longtemps, faut être sa propre inspiration. Je pense que c'est hyper important. Moi, par exemple, je m'inspire de moi-même, limite, je me dis, en fait, je suis fier de ce que je fais. Il faut pas être, se dire c'est narcissique ou être égocentrique. Il y a une différence entre trop s'aimer et juste s'aimer à sa juste valeur et de se dire qu'on a des compétences et qu'on est bon dans ce qu'on fait et d'être fier de soi. Et je pense que c'est important d'emmener les gens justement vers là, parce que la plupart des gens n'ont pas confiance en eux. Et inversement, il y a des gens qui ont aussi trop confiance en eux, et il faut aussi leur mettre des claques de souffrance, peut-être, par exemple. Par exemple, un mec qui court tout le temps. Moi, j'ai emmené des potes à moi qui faisaient que de la course sur route, par exemple. Tout le temps, ils gagnent tout le temps, les mecs. Mais sauf qu'en fait, quand tu les emmènes dans un trail ou, je sais pas, à choper des ronces, à grimper une petite roche et tout, les mecs, en fait, ils sont nazes. Et du coup, ils se disent, OK, d'accord. Au final, j'ai beaucoup de chemin, en fait, à faire, même dans mon propre sport, quoi. Et du coup, je pense que c'est important d'essayer de calibrer ce niveau de confiance entre les deux types d'extrêmes, quoi. Ah ouais, déjà, je pense que clairement, on sous-estime les ressources qu'on a en soi. Sûr, et donc, et ces ressources, c'est normal, c'est parce que ces ressources, elles se révèlent que dans l'adversité. Si tu vas pas les chercher, elles se révéleront jamais, donc tu n'en auras jamais conscience. Donc ça, c'est un premier point. Après, sur le fait de se comparer,
moi, je suis très compétiteur, mais vis-à-vis de moi-même. Donc, effectivement, je suis un petit peu pareil que toi. Mais d'un autre côté, je trouve que l'environnement joue. Dans le sens où j'ai des amis qui m'inspirent énormément. Et par conséquent, ils m'encouragent aussi, sans me le dire directement, mais simplement parce qu'ils m'inspirent, à être sans cesse la meilleure version de moi-même, tu vois. Et je peux pas me permettre d'être comment dire, j'aime pas le mot faible, mais faut le dire aussi. Hein, c'est tabou aujourd'hui en France de voilà, dire faible, mais... et tandis que si je me comparais, bon, si je me comparais à certaines personnes, tu vois, il y a une forme de nivellement par le bas aussi. Et bien clairement, ça me pousserait pas à faire tout ce que je fais, tu vois. Ah mais typiquement quand j'ai commencé moi, j'étais tout en bas de la pyramide et j'ai regardé en haut, je me suis dit ok, va falloir que je travaille dur pour aller jusqu'en haut et surtout tant que je suis pas en haut, je vais pas être légitime de pouvoir donner des conseils ou ouvrir ma bouche. Donc en fait, j'ai attendu au moins quasiment 4 ans avant de me sentir légitime. Donc j'ai travaillé, je me suis inspiré des autres aussi. Donc en fait, ça m'a donné une compétition très saine. Mais comme je veux dire, il faut pas avoir une compétition malsaine. Et ça, c'est vraiment le pire dans la vie. Vraiment, je pense que c'est quand tu as une compétition malsaine, en fait, tu vas vouloir copier les autres, tu vas vouloir peut-être te mettre des bâtons dans les roues aux autres, etc. Et ça, c'est très malsain. Donc vraiment, s'inspirer des autres, c'est le meilleur pour aller en haut. Pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y en a qui ont envie justement de se lancer un grand défi dans leur vie, mais qui n'ont pas spécialement d'idées. Et en même temps, toi, tu es en train de te lancer, donc j'imagine que tu es à la recherche de clients. Est-ce que tu as 3-4 idées de défis potentiellement accessibles à quelqu'un qui aurait pas une pratique sportive de ouf, si ce n'est peut-être courir une fois 1 heure par semaine tu vois, tu proposes 3-4 idées comme ça, et toi, tu peux leur garantir que s'ils te font confiance, ils arriveront en haut. Bah déjà, s'ils courent 1 fois par semaine, que je les accompagne, ils courront plus qu'1 fois par semaine parce que forcément, mon idée c'est aussi d'emmener des gens dans des défis qu'ils ne penseraient pas forcément être capables de faire. Donc je donnerai 4 idées. Une première idée que très peu de gens connaissent, mais c'est une des choses les plus incroyables et aussi les plus difficiles à faire, mais c'est accessible. C'est la traversée des Aravis. C'est la chaîne la plus sauvage des Alpes. C'est très 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 compliqué d'y accéder parce que voilà, il y a pas de village, il y a rien. Mais par contre, moi j'ai fait cette traversée des Aravis et c'est potentiellement une des choses les plus belles que j'ai faites. Et en fait, les gens ne connaissent pas. Mais en fait, ce qui est simple, c'est que quand tu vas sur Instagram et que tu vois des vidéos de drones de montagne, et ben la plupart du temps, ça vient de cette chaîne de montagne qui s'appelle la traversée des Aravis. Ça fait que 50 km et 5000 mètres de dénivelé. Donc c'est beaucoup de dénivelé, peu de kilomètres. Et tu peux faire ça en 2-3 jours et c'est un truc incroyable. Deuxième, je dirais, mais c'est classique aussi, c'est un peu barbatif, mais le GR20. Bon, forcément, je pense que contrairement aux Aravis où là il y a un petit peu quand même d'appréhension et de peur, de niveau de peur à gérer parce qu'il y a un peu d'escalade quand même. Le côté GR20, ce qui est bien, c'est que je pense sincèrement que tout le monde peut le faire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est se tabler par rapport à un nombre de jours. Si tu veux le faire en 7 jours, forcément, et que tu cours jamais, tu vas peut-être pas y arriver. Par contre, en 16 jours, c'est possible parce que ça fait l'équivalent de 6 à 7 km de marche tous les jours. Donc le GR20, c'est pareil, c'est le sentier le plus difficile du monde. Et la sensation d'avoir fini ce truc et de se dire j'ai fini le sentier le plus difficile d'Europe, voire même du monde pour moi en termes de rapport distance-dénivelé, c'est une sensation qui est incroyable. Donc je pense que c'est les 2 défis que je mettrai en place. Et après, il y en a plein d'autres. Hein. Je pourrais en citer parce que j'en ai fait plein. Le tour du Dévoluy, le tour du Mont Blanc, le tour des Écrins. Il y en a énormément. Et je pense qu'en fait, ce qu'il faut, je trouve, rechercher notamment dans la pratique de l'ultra-trail, c'est un peu une quête d'authenticité, d'aller chercher les choses que les gens ne vont pas forcément. Tout le monde aujourd'hui se rue sur les courses UTMB, par exemple. En fait, les gens ne se rendent pas compte, ils ne connaissent pas leur pays. Dans les Pyrénées, tu as des centaines de trucs. Moi, par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est je prends ma map Sunto, là, et j'essaie de créer une trajectoire GPS un peu au pif, en lignant les crêtes, en redescendant, etc. Et en fait, tu te rends compte que j'ai fait, en une sortie, j'ai vu plus de choses que j'ai vu peut-être en 2 ans de course à pied en faisant des compétitions, quoi. Donc, je pense que c'est très important de se faire des défis. Par exemple, j'ai un défi que j'ai mis en place, ça fait quasiment 3 ans que j'ai créé cette trace et que j'aimerais bien la faire dans 2 ans. C'est le tour du lac de Côme. Donc, c'est un lac très connu en Italie, qui est très beau et qui est très connu parce que voilà, il y a des petits bateaux, etc. Mais en fait, moi, mon rêve, c'est d'atteindre tous les petits sommets, de faire toutes les crêtes autour du lac de Côme. Et j'aimerais bien faire filmer ça, etc. Un projet. Et en fait, là, on voit que bien, en fait, c'est pas un sentier, c'est pas forcément balisé, c'est pas forcément un truc officiel, mais juste j'ai créé mon propre projet qui, moi, me fait envie et je pense que c'est ça qu'il faut faire aux gens. Et ça, pour créer ses propres traces, il y a une fonctionnalité sur Strava qui est quand même trop cool. Ouais. Où tu peux faire tes propres itinéraires. En fait, tu dessines à main levée avec un stylo rouge sur ton crayon, tu vois. Et puis lui, automatiquement, il te check pour se mettre sur des chemins et puis éviter les routes parce que sinon, c'est quand même pas très marrant. Et comme ça, tu peux facilement te faire tes propres traces, même des trucs en itinérance, en t'arrêtant dans des refuges, etc. Et par rapport au GR20, figure-toi que pour la petite histoire, moi, j'ai jamais fait, mais... après 10 ans de relation avec ma femme, on va se marier. Oh. Ce qui, Félicitations. Merci.
Bon, sur une version un peu minimaliste, on va dire, qui me ressemble plus. et donc, je réunis des amis pour ça en Corse. Et on va faire justement le GR20 en une semaine, avant le mariage. Ok, en 7 jours. Ouais, okay. Et je pense que tu vois, c'est aussi... parce que là, on parle de dépassement de soi, mais vivre ce genre d'aventure avec d'autres personnes, avec des amis. Enfin, moi je vois en trail, etc., je suis toujours tout seul et j'adore ça. J'aime ces moments de solitude avec moi-même et j'en ai besoin. Mais en alpinisme, par contre, j'ai toujours été avec des guides, etc., et vivre ce genre d'émotions un peu au-dessus de la moyenne avec d'autres personnes, ça crée des liens absolument incroyables. Ah, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, encore une phrase de film, c'est le Joker qui dit que quand tout se passe mal ou que les plans ne se passent pas forcément comme prévu, tu vois la vraie personnalité des gens. Et dans les moments de souffrance où tu es avec les gens, c'est là où tu vois vraiment comment ils sont. Et surtout, c'est là où t'es soudé, etc. Et moi, j'ai fait plein de projets avec des amis où j'ai couru parfois 40 heures comme ça, à pas dormir, etc. Et en fait, tu te rends compte que là, tu as vécu une expérience de fou. Et je me souviens, il y a un ami avec Adrien, on a fait le GR20 en 3 jours, donc c'était quand même un peu moins de 72 heures. Et à la fin, en fait, on était tellement fatigués qu'on se supportait plus du tout, quoi. On se détestait, en fait, parce que, en fait, t'en peux plus de l'autre, quoi. Parce que t'es fatigué, t'es pris par tes hallucinations. Et en fait, on est arrivé à la fin, on s'est regardé, on s'est dit, putain, ouais, qu'on l'a fait, c'était trop drôle, quoi. Donc je pense que c'est là où tu vois vraiment la personnalité des gens et que tu crées vraiment une relation. Moi, en fait, parfois, j'ai des potes à moi, juste ce que je fais, c'est je bois des verres avec eux, je fais des soirées. Mais qu'est-ce que j'ai vécu avec eux, tu vois? Et Adrien, je le connaissais quoi, à peine depuis 1 an. On a fait ça et maintenant c'est un super ami. Et je sais que lui, je peux l'appeler, je peux lui dire on peut faire plein de trucs. Je l'avais vu dans la souffrance, il m'a vu dans la souffrance, donc ouais, c'est ça qui est beau. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire avant de me marier. Comme ça, si jamais je m'aperçois que je dois changer un témoin ou que je dois changer de femme. Exactement. tu vois tous les défauts des gens. Donc c'est hyper important. Et par contre, c'est costaud. Faire un GR avant le mariage, faut être costaud. Ouais. Ouais, ma femme, elle préfère qu'on le fasse la semaine d'après, mais bon. Ouais, non, je trouve qu'avant, c'est sympa. C'est sympa. Ouais, t'es d'accord. T'es d'accord avec moi? Tu nous feras un petit programme d'entraînement? Par léger, par contre, parce que ça va être compliqué, ouais. Ça va être compliqué. Mais ouais, le GR20, faut pas sous-estimer non plus. C'est quand même un beau bordel. Mais 7 jours, ça le fera. Et donc tu disais que tu bossais sur ta propre course, donc à défaut de pouvoir courir la Berkeley, tu as décidé d'en faire une version française en Bretagne. Exactement. Tu veux nous en dire 2 mots? Bah, tu sais quoi, j'aime pas faire ça, mais je vais sortir mon petit portable parce que j'ai mis un petit texte sur mes réseaux sociaux pour un peu expliquer le format de la course. Et du coup, j'ai dit que j'avais créé un format de course encore jamais réalisé du coup en France. Et en fait, c'est une course très difficile avec un mélange de course d'orientation et un peu de topo militaire. C'est entre un 50 et un 70 km. Et en fait, du coup, pour expliquer, il n'y a pas de sécurité. Il y aura une décharge à signer en cas d'accident. Pas de ravitaillement, pas de portable, pas d'assistance. Donc je grossis un peu les traits bien sûr, hein. Mais tout ce que je peux dire c'est qu'il faudra appeler ses proches avant la course car vous ne reviendrez sûrement pas. Donc c'est très important, c'est que pour moi en fait je voulais un peu donner une espèce de version de la Barclay mais un peu reconfigurée parce qu'en fait il y a un gros défaut dans la Barclay, c'est que ça se passe toujours au même endroit tous les ans depuis 1986. Donc tous les ans les connaissances augmentent sur la forêt, sur les lieux de la forêt, il y a des gens qui connaissent tout par cœur. Mais moi ce que je veux faire c'est un contexte où en fait je vais donner la trace GPS 1 heure avant la course et les gens devront suivre cette trace, sauf que ça sera passage dans les ruisseaux, dans des ronces, mais vraiment à l'enfer infernal, grimper des rochers, etc. Et ce que je vais faire, c'est que chaque année, je changerai l'endroit, en fait. Comme ça, les gens pourront pas s'habituer, pourront pas connaître. Et là, j'y réfléchis beaucoup. C'est de faire commencer les gens à des endroits différents sur le lieu de la course, pour qu'en fait, les gens soient vraiment complètement paumés et puissent pas aussi avancer ensemble. Parce qu'en fait, le truc dans la Barclay aussi, aujourd'hui, qui se fait beaucoup, c'est que les gens, ils sont 40 sur la ligne de départ, mais ils se suivent. Il y a des petits groupes qui se forment. Parce qu'en fait, si tu veux arriver à la fin de la Barclay, tu vas vite te rendre compte qu'il faut s'aider des autres et pas que de soi-même. Donc en fait, tu formes des petits groupes de 2, 3 et tu fais la course comme ça et puis tu peux arriver jusqu'au bout. Tandis que là, sur cette course, bah, l'idée, c'est qu'il y ait tous les défauts de la Barclay, en fait, je veux les enlever. Et faire juste un petit format pour pas que ça devienne non plus un 100 miles et que ça soit un peu trop long et que je n'ai pas envie de copier non plus. Je m'inspire et puis je fais un truc un peu à ma sauce, quoi. J'ai fait une aventure comme ça en Écosse par étapes, donc en autonomie où tu portes ton sac et pourtant elle était balisée, tu vois, ils mettent des tout petits drapeaux rouges, mais vraiment en fait c'est pas des sentiers, c'est sauvage, tu vois, et donc c'est sur des rivières, enfin c'est dans la nature, quoi. Et donc le gars il part le matin avec son sac à dos, il a ses petits drapeaux rouges et puis il marque comme ça le sentier, quoi. Et donc évidemment il suffit que t'en rates un ou deux et puis toi tu continues comme un con, etc. Après tu les retrouves plus et donc tu te retrouves complètement paumé dans ces montagnes. Moi c'est magnifique, hein, l'Écosse c'est incroyable. C'est super beau. En plus, là, c'était dans une péninsule complètement sauvage, aucun habitant. Donc, on partait d'un mini village. Il y avait, je sais pas, 20 maisons, tu vois. Il y a pas d'école, pas de médecin. D'ailleurs, quand je suis arrivé à la fin des 3 jours,
il y avait un incendie, une maison qui a pris feu. Ouais. Et les pauvres, ils étaient en train d'essayer d'éteindre le feu avec des seaux d'eau, quoi. Ils en étaient là, quoi. Il n'y a pas de pompiers ni rien. La pauvre maison, elle a brûlé. Hein. Ah, la vache. Et donc, on a aidé les gens du village. Moi, c'est marrant parce que tu parlais de douleur tout à l'heure. Et je m'étais fait, le deuxième jour, je m'étais fait une tendinite au tendon d'Achille. Donc, j'avais le tendon d'Achille qui était tout violet, etc. Et bon, j'ai continué quand même. Et donc, le troisième jour, je pars, etc., avec ma tendinite. Et puis, tu vois, avec les endorphines, etc., au final, je sentais plus la douleur. C'était nickel. Et donc, j'arrivais à courir, machin. Et en arrivant à la ligne d'arrivée, je sais pas, 500 mètres avant de passer la ligne d'arrivée, là, la douleur, elle est revenue. Et laisse tomber, je boitais comme c'est pas possible, j'avais trop mal, etc. C'est marrant comme le cerveau est capable de désactiver tes signaux de douleur et puis de les réactiver au moment où il voit que c'est fini. Et puis là, il fallait vider cette maison et aider à enlever les trucs et tout. Et donc là, j'étais en train de boiter avec les trucs, mais je me disais, le pauvre gars. Et tu vois, on parlait de ce côté matérialiste, ça m'a beaucoup marqué parce que le propriétaire de la maison, à la fin, il venait de voir sa maison brûler, tu vois. Et il est venu me voir et il m'a demandé si j'avais bien aimé ma course, si j'avais trouvé ça beau, etc. Tu vois, c'est fou, ouais. et le soir, il était au pub du coin. Donc, il y a juste un pub, tu vois. Et c'est genre le pub écossais où t'en as un qui joue, ils sont en train de boire et en même temps, ils jouent de la cornemuse, etc. Tu vois. Et il était là, tu vois, en train de boire une bière avec les autres. Et enfin, il y a une forme d'authenticité, de simplicité que j'ai trouvé très très belle, quoi. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, le fait de se perdre, tu vois, de devoir trouver son chemin, et puis en fait, c'est pas tant le fait de se perdre et de devoir trouver son chemin, c'est l'incertitude de savoir si tu vas le retrouver qui rajoute un côté, une dimension vraiment supérieure au truc, quoi. Ah mais je suis d'accord, c'est pour ça que je voulais absolument pas de balisage et que j'ai appelé cette course la trace fantôme parce qu'en fait elle n'existe pas, quoi. Il y a pas de trace, il y a juste une trace sur ta montre. J'ai voulu mettre l'aspect montre parce qu'en fait je voulais pas copier le truc avec les livres, etc. Pour moi c'était du copiage. Donc je leur offre l'opportunité d'avoir une trace GPX. En fait, l'idée, c'est qu'en fait, ils se basent que sur ça et qu'ils aient un peu justement, qu'ils soient que avec ça, que c'est le seul élément qui les rassure, en fait, qu'ils aient pas de téléphone pour s'aider. En fait, cette trace, elle va pas leur servir tant à grand chose que ça. Moi, ma montre m'a quand même bien servi. Hein. Bah, elle sert, mais là, du coup, l'idée, c'est de passer dans des ronces. Donc, en fait, là, tu vois le truc, tu te dis, ah, mais en fait, oui, mais tu vois c'est vraiment là où je passe. Oui, mais tu vois quand même au loin que tu dois arriver là-bas, quoi. C'est ça, mais les gens vont pas avoir le choix. Là, tu te dis, ok, bah attends, mais il y a un petit étang à passer là, c'est normal là. Et bah oui, c'est normal, c'est le but du truc. Et je mettrai un petit checkpoint pour bien vérifier que les gens ont tout fait, etc. Mais ouais. Donc il y aura un peu de natation dedans. Un petit peu, mais ça sera de la nage militaire, quoi. C'est pour ça que j'accepte pas grand monde. Ok, et donc du coup, c'est quoi les conditions pour participer? Alors c'est ça qui est fou. J'ai mis une phrase qui était drôle. J'ai dit la seule condition pour participer, c'est d'appeler ses parents et de leur dire que vous ne reviendrez pas après la course. C'est bien sûr une phrase un peu de joke. Mais du coup, les conditions pour moi déjà, ce serait déjà. Pour moi, j'évalue vraiment les motivations. Comme pour la Barclay, je m'en fiche un peu du niveau de la personne parce que dans la Barclay, des fois, il accepte des gens qui sont très âgés aussi, juste par le système de motivation. Donc, je ferais vraiment la même chose, système de motivation, et les personnes les plus motivées, ils rentreront. Et aussi, je ferai un truc parce que ça, c'est très important de le rappeler, même si en France, c'est tabou, c'est je ferai payer la course, mais très petite somme, 2-3 euros. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait une course que j'avais fait gratuitement et tu te rends compte, en fait, les gens te lâchent parce qu'en fait, vu qu'ils n'ont pas payé, ils se sentent pas forcément attachés à la course. Et l'organisateur de la Barclay fait payer 1,60 $, sa course d'ailleurs. Et du coup, je ferai ça aussi. Donc, ce sera vraiment juste symbolique. Ouais, après, je suis pas sûr que 5 euros suffisent à les engager réellement dans leur. Non, dans leur pas mission, forcément, mais au moins, il y a un petit hack dans la tête qui te dit j'ai payé, donc il faut quand même que j'y aille. Je pense que tu peux aller jusqu'à 50 euros. Mais, et c'est intéressant, tu vois, que tu juges plutôt la motivation plutôt que le niveau, parce qu'en réalité, dans ce genre de course, quelque part, on s'en fout du podium, de qui a gagné, qui a perdu. C'est une course contre toi-même. Je veux juste des gens qui finissent et qu'ils soient heureux. Ouais, c'est une course contre toi-même, vraiment. Et que même les mecs qui abandonnent, ils me disent, ah mec, c'était trop dur. Et moi, je serais encore plus content de me dire, ok, j'ai fait un truc hardcore. Et le but, c'est qu'il n'y ait jamais de finisher en fait de cette course. Et toi, tu vas la faire aussi, du coup? Non. Bah moi je vais la faire mais en amont pour créer Voilà. la trace forcément avec un ami. On va créer la trace donc forcément on va devoir s'y frotter et ça prendra beaucoup plus de temps parce qu'il faudra savoir où aller, etc. Donc ça va être très compliqué mais effectivement je vais la faire mais je la ferai pas le jour J par contre. Bon, écoute, super. Je te propose, pour clore un peu notre échange, si tu avais un petit takeaway, un plat emporté pour nos auditeurs, avec 3 choses qui pourraient, pratiques, qui pourraient implémenter dès demain dans leur quotidien, ça serait quoi? Première chose, bah après je l'ai beaucoup dit dans le podcast, mais comme je disais, partez du principe que votre vie c'est comme un trail, comme un entraînement et qu'il faut faire du hors-sentier, beaucoup. Mettre un peu de chaos des fois, ça fait beaucoup de bien. Ça va vous faire vraiment, ça va vous changer votre vie. Moi, ça m'a changé ma vie d'essayer de varier les choses, de sortir toujours des sentiers battus. Donc, première chose. Deuxième chose qui est très important,
comme je disais aussi, c'est fais ta propre course, surtout dans le monde du sport, parce que dans le monde du sport, aujourd'hui, c'est la course à la folie, c'est la course à toujours plus. Donc, si tu essayes de copier les autres, par exemple, j'ai une petite anecdote assez marrante. J'ai un mec que je connais pour impressionner les gens sur Strava. Il a fait un record sur 5 km. Et je trouvais ça assez fou, son record. Donc, j'ai pris, bon, je fais jamais ça, mais j'ai regardé en détail sa course. Et en fait, le mec était parti de tout en haut pour faire toute une descente. Et je me suis dit, mais en fait, non, pourquoi t'as fait ça? Ça te sert à quoi? Tu t'es menti à toi-même, t'as peut-être impressionné les autres, mais ça t'a servi à rien. Donc voilà, fais ton propre truc. Et de toute façon, après, si tu es constant dans ce que tu fais, les résultats ne mentiront pas. Et le troisième, j'ai déjà dit aussi, mais on se répète souvent, c'est humain. À part la mort, tout passe. Donc voilà, si on vit des moments difficiles, des moments d'échec, j'en ai vécu plein. Pareil avec le GR20, etc. C'est très dur. Là, pareil, j'ai vécu un syndrome un peu après le trail, c'était très dur, mais voilà, faut se dire qu'il y a beaucoup plus grave, qu'il faut se relever après ça, avoir un peu cet état d'esprit, qu'à part la mort, tout passe. Pour ce côté sortir des sentiers battus, ajouter un peu de chaos, etc., tu aurais une idée de mini-défi que tu pourrais donner à nos auditeurs qui pourraient faire? Écoutez, bon, ça dépend pourquoi et pour quelle discipline. Non, un mini-défi pour tout le monde. Il y a à peu près 100 000 personnes qui écoutent Limitless Project. Ok. Quelque chose qu'ils puissent tous faire. Mais qui soit quand même suffisamment challengeant, etc., pour rajouter un peu de chaos dans leur vie. Écoutez, très simple. Vous partez la nuit avec une frontale et vous prenez un endroit près de chez vous, une forêt, un endroit un peu qui vous fait un peu peur. Et puis vous prenez votre montre et puis vous courez. Vous courez dedans et vous essayez de vous perdre et vous verrez, ça va changer votre vie. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais quand j'étais plus jeune aussi. Et de courir des fois 19 km comme ça dans la forêt la nuit, de ressortir et de se dire, waouh, c'est une sensation incroyable de courir la nuit quand t'as personne. T'as juste ta voix qui résonne dans ta tête et la lumière de la frontale qui bouge. Et faites-le sans musique et c'est encore mieux. Ok, il faudra partager ceux qui l'ont fait, en tout cas, pour en partager leurs ressentis, leurs photos, etc. sur Instagram. Et je confirme ce que tu dis. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des courses de nuit, notamment pour m'entraîner, parce que mon coach me l'avait demandé. Et c'est vrai que tout de suite, l'ambiance change et tous tes sens sont aux aguets. Et en fait, tu as très vite peur, un petit peu. Tu as l'impression d'entendre des bruits. Vraiment, ta perception de l'environnement change drastiquement, quoi. C'est vraiment assez fou. Et puis, alors, si en plus, tu es un petit peu en montagne et puis que ton téléphone, il passe pas, donc tu te dis qu'en plus, si tu as un problème, tu peux appeler personne. Puis que là, la météo commence à changer et puis il se met à pleuvoir, à avoir du vent. Et donc là, tu te dis, waouh, à cette heure-ci, c'est sûr qu'il n'y a personne qui va passer par là. Si je me fais une cheville, je vais mourir d'hypothermie parce que j'ai pas été suffisamment intelligent pour prendre une couverture de survie. Mon téléphone, il passe pas, etc. Donc, et t'as tout un cheminement comme ça dans ta tête qui s'auto-alimente. Et puis là, en plus, t'entends un bruit. Donc tu te dis qu'en plus, avec ta cheville à moitié pétée par terre, il y a le loup qui va venir te bouffer parce que tu sais qu'il y a un couple de loups qui vit dans cette montagne. Ouais, bon, tu l'as jamais vu, mais tu sais qu'il vit là. Ou un malade qui va venir te choper. Mais très important de ne pas faire ça dans la ville. Ça perd tout son sens. Donc voilà, vous mettez votre portable dans votre... Bon, peut-être pas le portable, on sait jamais, il y a aussi des filles qui nous écoutent, je suppose qu'il faut quand même avoir un aspect sécuritaire. Mais voilà, faites-le quand même dans des bonnes conditions. Je veux pas emmener des gens à la mort, mais... non, et puis prendre une couverture de survie, c'est quand même pas cool. Ouais, pas bête. D'ailleurs, j'en avais pas pendant ma traversée des États-Unis. Anecdote fun, juste pour gagner du poids. C'est complètement stupide, je le conseille pas, mais heureusement, j'ai jamais eu à m'en servir. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, dont tu aurais aimé parler ? Non, je pense qu'on a abordé vraiment pas mal de sujets. La souffrance, le fait qu'il fallait relativiser dans la vie par rapport à ces petits échecs, qu'il y avait beaucoup de croisements entre le monde de l'entrepreneuriat et le monde du sport. Et voilà. Et c'est assez marrant parce que toi, tu es quelqu'un de très... Tu as des routines en place, tu as mis beaucoup de hacks. Et au final, moi, qui n'a pas forcément basé ma vie sur ces routines, on voit qu'au final, on a des philosophies aussi similaires qui se rejoignent. Donc voilà, c'est très intéressant. Cool. écoute, j'ai hâte de suivre ta Barclay l'année prochaine. J'espère que tu seras sélectionné et puis que tu pourras me raconter le récit de cette aventure. Peut-être que tu le documenteras d'ailleurs avec un peu de contenu vidéo, un livre, etc. Ça serait chouette. Merci beaucoup en tout cas, David, de m'avoir accueilli dans ton podcast. C'était très intéressant. Merci à toi. Merci.